Le président coréen annonce la fin du monde après, ou un zombie induisant F. Un astéroïde frappe le Japon, transformant les gens en mangeurs de chair assoiffés de sang, l'apocalypse commence. Et la panique éclate partout. Personne ne sait quoi faire ni où courir. Mais il y a un gars qui est plus que prêt. Il a son propre abri dans un autre monde. Et il attend depuis longtemps pour écraser des culs de zombies. Ce type est notre MC Siongo. Il y a quelques mois, Siongo et ses amis jouaient à Sura, le jeu de survie virtuel le plus difficile jamais créé. Le jeu était en sueur et difficile au point que la plupart des joueurs ont complètement arrêté d'y jouer. Le groupe de Seyongo l'a abandonné avec la trahison ultime de ne plus jamais se reconnecter. Il est resté seul à jouer et à diffuser le jeu, affronter toutes sortes de monstres et devenir le meilleur. Marre de sa vie un jour, où un garçon a enlevé son casque et supprimé tous ses flux publics, Siongo s'est concentré sur sa vie de chef, et a trouvé une jolie fille comme cliente préférée. En plaisantant, il décide de chanter, et fenêtre d'état dans la vraie vie. S'étourdit lorsqu'il voit un véritable écran bleu planer devant ses yeux. L'écran présente ses statistiques. Ce sont les mêmes que ceux du jeu auquel il a joué, avec une différence. Il possède une nouvelle capacité appelée Private Portal. Testez cette capacité. Voir. La jeune maison matérialise un portail à taille humaine. Son esprit a du mal à comprendre les dangers de cette nouvelle découverte. Parce que si le jeu est réel, alors le météore qui a déclenché l'apocalypse arrivait également. Sur le web, Siongo tombe frénétiquement sur l'un de ses articles sur l'arrivée prochaine des stéroïdes. Il refuse d'accepter que les événements du jeu se produisent dans la vraie vie. Notre garçon regarde le portail devant ses yeux. D'abord, il a reçu la confirmation de l'astéroïde, et maintenant ce portail, confirmant que quelque chose ne va pas. Il se demande s'il devrait vraiment entrer dans cette affaire. Sans pouvoir, sans salope, sans projet ni argent, il envisage de mettre les pieds à l'intérieur. En fin de compte, Bro réfléchit à quelque chose et attrape la louche la plus proche qu'il a pu trouver. Là, il enfonce la louche à l'intérieur du portail pour avoir une bonne idée de ce qu'il y avait au bas de l'autre côté. Après avoir ramassé quelques saletés, il se rend compte que l'autre côté ne se déroule pas dans une étape labyrinthique du jeu. C'est une bonne chose, mais il commence aussi à se demander si ce portail le téléportera vers un autre endroit sur Terre. Ayant fait ses valises pour préparer le voyage, il s'encourage à enfin entrer. Dans la scène suivante, Ross passe le portail et découvre la beauté de l'autre côté. C'est un paysage sans rien d'urbain en vue. La première chose que ce type remarque, c'est à quel point le temps est froid par rapport à la normale. Sans signal sur son téléphone, ce mec analyse qu'il est coincé dans une sorte de zone reculée que personne ne pourra atteindre facilement. Pour faire court, Bross fuck s'il restait ici, sortant un Sharpie. Il marque l'un des arbres avec un chiffre 0. C'est en fait une décision judicieuse de sa part, pour s'assurer qu'il ne se perd pas trop dans son processus d'exploration. Il commence à marcher et à marcher, mais la marche lui coûte cher. La forêt semble infinie, sans rien en vue. Juste au moment où ce type suppliait que les choses deviennent intéressantes, une créature le regarda à proximité. Instantanément, cette chose a bondi comme un prédateur et a effrayé notre garçon. Heureusement, ce n'est qu'un magnifique cerf de la vallée et non une sorte de monstre carnivore. Un détail intéressant est que le système a automatiquement identifié pour lui cette créature unique, confirmant que cet endroit est en fait séparé du royaume de la Terre. La créature le regarde, avant de s'enfuir sans un mot. Non pas que je m'attendais à ce que cette chose commence à parler ou quoi que ce soit, mais vous comprenez ce que je veux dire. Même notre protagoniste pense que c'est bizarre que cette chose se déroule comme ça. La bonne nouvelle c'est que le cerf n'était pas agressif. Cependant, les choses vont devenir vraiment moches pour lui s'il rencontre des singes ou des sangliers assoiffés de sang. Un autre détail intéressant est que le cerf de la vallée n'a même jamais existé dans le jeu Sura. Juste après son arrivée ici, il a eu la sensation frappante que ce domaine est lié à la vie de survie et à ses concepts. Sortant une lame, il s'avance, se préparant à tout ce qui pourrait sortir et le surprendre. Jusqu'à présent, il a nié la réalité d'un désastre qui pourrait mettre fin à l'humanité. Et juste au moment où il était sur le point d'abandonner, il l'a trouvé. Ses yeux se tournèrent vers le soleil brillant, Apple, un fruit mystique qu'il a cueilli sur l'arbre. Il se demande d'abord si le mordre est acceptable. Puis il prend une véritable bouchée et expérimente un changement immédiat. Le système l'informe de sa restauration d'endurance. Et son corps scintille d'une lueur jaune. Ses effets sont en fait les mêmes que ceux du jus de pomme solaire qu'il buvait dans le jeu. Avec encore une chose qui lui sert de pure confirmation, notre garçon est désormais convaincu que quelque chose de terrible est sur le point de se produire. Brochier aussi à côté des crottes de gobelins. Ce qui veut dire qu'il doit être prudent. Siomo pousse un soupir inquiet, essayant de renforcer son moral. Et malgré ses convictions, il sait désormais que la fin du monde est proche. Après avoir ressenti les effets des portes du portail, il en sortit et retourna dans son monde d'origine. Ici, Siongo a commencé à réfléchir à des solutions. Il voulait être prêt pour l'apocalypse à venir. La première chose qu'il a faite a donc été de revoir toutes les images du jeu et de les stocker sur un disque dur personnel. Idéalement, il diffusait le jeu en streaming à chaque fois qu'il y jouait, afin de pouvoir facilement sauvegarder ses données, même s'il ne s'attendait même pas à l'utiliser comme ça un jour.
La nouvelle de la chute des astéroïdes lui parvint. La destruction japonaise commencerait dans 32 jours, au moment du début de l'apocalypse. En attendant, il a décidé de se préparer car le jeu était malheureusement rempli des pires mécaniques jamais créées. Le plus fou et le plus problématique de tous était ce qu'on appelle la maladie de la mort du fer. Ce petit phénomène a entraîné la corrosion et la destruction de chaque morceau de métal sur Terre. Les bâtiments ont été ravagés en poussière et cela a aidé l'essaim de zombies quelques heures après que cela se soit produit. Avec la disparition du métal dans la société moderne, l'humanité est revenue à l'âge de pierre. La maladie de la mort de fer a finalement disparu dans le jeu, mais le principal problème était le fait qu'elle dure littéralement une année entière. Même alors, la nouvelle maladie de la mort du fer ne signifiait pas grand-chose pour notre garçon, qui disposait d'une solution sûre pour accéder à son portail privé grâce à son trait nouvellement acquis. Bien entendu, Seiyango part du principe très fort que la maladie sera incapable de passer par le portail. En récapitulant son analyse, il a comptabilisé tout l'argent qu'il avait économisé pour acheter des équipements haut de gamme. Bro était sur le point d'entrer dans un lobby d'apocalypse zombie de Call of Duty en temps réel, alors il a obtenu tout l'équipement et les fournitures nécessaires à sa survie. En parcourant les forums la nuit, Siongo s'est trouvé déçu par les quelques personnes qui abusaient de leurs capacités éveillées pour mener une vie de crime et de plaisir. Le matin arriva, il acheta plus de fournitures pour l'aider dans son éventuelle mission. Sur le chemin du retour, Bro a même acheté un arc de chasse pour se garantir. En faisant tout cela, il a fait face à une prise de conscience. Seiyango pensait qu'il réfléchissait peut-être trop à tout cela. Peut-être qu'il prenait de l'avance et agissait à la hâte. Il pensait néanmoins qu'il pourrait éventuellement récupérer toutes ses économies, même s'il se trompait. Une fois ses courses du matin terminées, il rentra chez lui et installa une pancarte de fermeture sur son magasin. Sionko était au milieu de ses pensées lorsqu'il entendit soudain la voix de quelqu'un. Timushin de Solo Leveling pose des questions avec inquiétude sur l'atelier fermé. Il lui dit que c'est juste pour quelques travaux de rénovation. Ce qui l'a fait se demander s'il a réussi beaucoup de temps et gagné beaucoup d'argent. Seiyango quitte rapidement la conversation en déclarant qu'il a du travail à faire. Mais soudain, elle l'arrête et essaie de lui poser une question. La jeune fille finit par s'énerver et ne formule pas réellement sa demande. Faire demi-tour pour partir. Seiyango est curieuse de connaître sa question. Même s'il aurait facilement pu la pousser à répondre, il retourna à ses affaires. À l'intérieur, il s'est engagé à prendre les choses au sérieux et à travailler sur des choses qui comptent vraiment. Bro a vraiment dit que j'allais ignorer les méchants et m'enfermer pour de vrai. Il ordonne d'ouvrir le portail, réfléchissant à son style de jeu actuel. On pourrait l'appeler un meneur de jeu ou un planificateur, un gars qui aime utiliser des stratégies pour surmonter chaque étape. Il n'était pas vraiment un combattant puissant et s'appuyait principalement sur son cerveau. La raison est en réalité simple. Dans Sora, il existe une manière compliquée de gagner des statistiques. Vous ne les acquérez pas seulement après avoir augmenté de niveau. Vous ne les acquérez qu'après avoir chassé et exploré. En ce moment, notre garçon est dans l'autre royaume, essayant de perfectionner ses compétences avec l'arc. De toute évidence, n'ayant aucune pratique de l'enseignement auparavant, Bro utilise des didacticiels YouTube pour apprendre par lui-même. Son s'oppose correctement et vise à tirer. Une facette de lui du jeu se reflète dans son expérience jusqu'à ce qu'il finisse par lâcher le tir. La flèche se fraye un chemin vers le plateau et atteint la cible. Bro est en fait abasourdi par son talent au point qu'il pense qu'il est l'élu. Cependant, à quel point sa main est douloureuse, Singo se rend compte que son véritable inconvénient est sa force. C'est pourquoi il souhaite se concentrer sur l'entraînement et l'amélioration de son endurance physique. Une fois les préparatifs de base terminés, il allait maintenant passer à l'étape suivante. Immédiatement, il devait s'occuper de deux choses. Le F. La première était de définir un moyen de traquer correctement les monstres. La seconde était de construire une base où il pourrait stocker des fournitures sans souci. Cependant, pour le moment, il n'avait ni armes ni absolument aucun matériel car ils étaient en train de les livrer. Jusque-là, il chassait les pommes d'or et devenait fou de chance en les rencontrant. Après avoir marqué quelques points, il a appris en autodidacte à se préparer à l'apocalypse à venir. Sa préparation précoce est la même raison pour laquelle il a survécu dans la sourate aussi longtemps. En regardant autour de lui, Siongo tombe sur des déchets gobelins. Il avait eu l'intention de le trouver simplement dans un but simple. Le truc avec les gobelins, c'est qu'ils adorent agir en groupe. Le fait qu'il n'y ait qu'une seule merde par terre, et je dis bien littéralement, leur dit qu'il y en a une par ici. Poop Inspector Pro Max interagit avec les déchets et juge que le gobelin doit être un paria. Sanko sait que ce type sera son ticket en or. Il doit le traquer du mieux qu'il peut. La nuit, sa recherche du gobelin solitaire se poursuivait. Il a entendu des loups à proximité, ce qui signifie qu'il est plus proche de la vallée. Et puis il aperçoit le même gobelin qu'il recherchait. Seiyango s'est caché derrière un arbre mais vous pourriez voir que cette chose semble identique aux créatures du jeu. Désormais, les gobelins sont censés être le niveau le plus bas des monstres. Leurs seules armes sont des lances et des fléchettes empoisonnées. Ils sont surtout connus pour mutiler leurs adversaires et les torturer. C'est en fait la raison même pour laquelle notre garçon a choisi une arme à longue portée, un arc, comme premier choix.
À première vue, le gobelin est vieux et dans un état de merde. Il n'a aucune arme. Alors Son Go fouette instantanément son arc. Il sait que s'il parvient à garder son calme, il tuera cette chose. Lâcher de l'arc. La flèche traverse le bras du gobelin, le transperçant. Sayango a visé sa tête mais il est content du résultat. Profitant de cet avantage, il tente de tirer son deuxième coup. Mais le gobelin lance une pierre si fort que son arme lui échappe des mains. Sayango se rend compte qu'il a affaire à un gobelin mature et expérimenté. Tous deux préparent leur lame pour le combat rapproché. La confrontation ultime entre Jinho et Baro commence. Shit Wrecked Wrong Story. Xiango charge son couteau et tente de trancher le côté du gobelin. Le gobelin expérimenté esquive et frappe la rotule de nos garçons très fort. Prenant les choses au sol, Xiango s'attaque au Go, le forçant sur le dos. Ici, il a un net avantage. Seonko prend la lame et l'enfonce profondément dans la poitrine de la créature, provoquant des cris et de la douleur. Finalement, la lumière de ses yeux s'estompe. Le premier kill a été réussi et Xianho a besoin de 2 points à cause de cela. Il ne peut même pas croire qu'il a réussi à faire ce qu'il a fait. Scrutant son environnement, il trouve de la poudre de bois camouflée de l'huile végétale à proximité. Dans le jeu, combiner ses résultats dans une pommade. Mais il lui fallait d'abord déterrer rapidement. Il est bien trop dangereux de laisser ce gobelin pourrir dehors car le groupe pourrait le trouver et chasser Seonko à cause de lui. Le laisser pourrir n'est pas non plus une bonne idée car il se transformera en ce qu'on appelle une plante grimpante en os. Xiango trouve une paire de truites rouges à proximité. Le cœur de Seonko tremble lorsqu'il réalise qu'il est baisé. Au moment où il détourne le regard, on découvre le monstre hibou le plus effrayant qui le regarde. Avant ce segment, nous revenons au parcours de Xiango dans le jeu lorsqu'il était joueur. Au cours de ses streams, il a compilé de nombreuses informations matérielles pour le jeu. Certains de ses membres de chat ont donné de l'argent juste pour qu'il puisse se lancer directement dans les produits. Xiaomo est allé au fond des choses et a décrit son expérience avec les gobelins et les cobaltes la dernière fois. Il est également essentiel d'éviter les plantes grimpantes osseuses. Mais la forêt abrite 2 des créatures les plus dangereuses du jeu. Ce sont des loups-garous et des albers. Les albers sont des créatures territoriales, ce qui signifie que leur existence crée l'harmonie dans l'écosystème des monstres. En se souvenant de l'ère du streaming, Xiango a trouvé de la chaleur dans son cœur. Il y avait ce gars, Bull5man, qui était toujours heureux pour lui. Les autres étaient froids et un peu bizarres, comme Barking Dog Dude qui ne pouvait tout simplement pas s'arrêter de taper Whiff et Chat pour une raison quelconque. Bizarrement, Xiango se demande pourquoi il se retrouve confronté à des souvenirs aussi heureux. Est-ce parce qu'il regarde l'incarnation de l'horreur littérale devant lui, une créature qui allait mettre fin à ses jours? Xiango refuse d'accepter la réalité. C'est comme si ses souvenirs lui disaient de se concentrer. Il profite de chaque instant dont il dispose pour réfléchir à un plan. Il sait déjà que les ours hiboux sont presque vicieux et déchirent tout ce qui se trouve devant eux. Le fait que la créature reste immobile sans rien faire implique qu'elle n'a pas vraiment faim. Mais le plus important, c'est qu'il l'énerve en ce moment. C'est qu'ils ont envahi le territoire de la truite rouge. Après avoir pris en compte tous ces facteurs importants, Xiango se rend compte qu'il n'y a peut-être qu'un seul moyen pour lui d'échapper à cette situation cauchemardesque. En tournant les pieds, il se rappelle qu'il est toujours le Kimbap Joa dans sa tête, même si son corps est le physique modeste de Kang Xiango. En serrant les dents, il défie le monstre de lui faire face. Une déclaration finale de sa volonté de survivre. La créature le regarde de haut, lançant sa première attaque terroriste. L'Albert est particulièrement doué pour chasser la nuit, mais sa principale faiblesse est la lumière directe du soleil. Ayant mémorisé ces schémas dans le jeu, Xiaomo sait qu'il lui suffit de les exécuter pour sauver sa vie. Correspondant au timing de l'attaque de la bête, Xiango évite parfaitement la barre oblique et réfléchit en même temps à un moyen de créer une sorte d'effet de lumière pour terrifier le monstre. Éclatant de vitesse, il court le long du bras énorme de la créature, avant de finalement sortir une lampe de poche et de lui aveugler les yeux à bout portant. Cet effet est si traumatisant, même pour un prédateur comme l'ours hibou, qu'il est complètement aveuglé. La scène suivante montre notre garçon en train de pourrir dans son lit alors que son réveil sonne. Il sait qu'il doit se relever, même après que son corps soit dans la merde après la nuit dernière. Ce Yuno s'est évanoui juste après son retour chez lui. Son dernier souvenir est celui où il a couru pour sauver sa vie après avoir aveuglé le monstre. Par chance, il l'a heurté à un ours hibou juste après avoir affronté un gobe. Bro ne veut plus s'occuper de cette merde, et essaie de se lever pour manger quelque chose. Il embrasse le sol avec un bruit sourd, réalisant que ses jambes sont anéanties après ce cardio. Vous voyez, Uno en attrape un et prend une bouchée, rajeunissant instantanément son endurance grâce à ses effets. Enfin, il se sent plus vivant que jamais, se demandant s'il devrait maintenant rassasier correctement son estomac. Mais après s'être rangé, Bro finit par tomber à nouveau sur Temu Shaing. Elle est venue ici pour manger dans un autre restaurant et l'a rencontré par hasard. Xiango ne cherchait pas de compagnie mais elle s'est assise ici parce qu'elle aime avoir un copain de repas. Mikyung lui demande précipitamment s'il a essayé d'ouvrir la fenêtre d'état. Son attitude enthousiaste fait comprendre à Yongo que ce doit être le sujet dont elle voulait discuter la dernière fois, mais dont elle s'est abstenue.
Mi-kyung lui montre la nouvelle et lui assure que c'est réel. Certains joueurs éveillés utilisent en fait leur pouvoir pour voler de l'argent aux autres. Tiango est un peu surprise par sa confiance en elle pour demander directement quelque chose comme ça. Il lui répond en mentant et en disant que rien ne s'est produit. Le problème, c'est que Son Go a l'impression de rendre service en gardant les autres aveugles quant à son statut. Tout d'abord, son trait est stratégique et non axé sur le combat. C'est quelque chose qu'il peut utiliser au mieux de ses avantages, au lieu de le partager avec les autres. À l'heure actuelle, même sa sécurité personnelle n'est pas garantie. S'il finit par révéler sa main à la dame en robe rouge, qui dans ce cas est elle, alors les choses pourraient vraiment mal finir pour lui. C'est un jeu intelligent, mais le mec est intrigué par la façon dont Mi-kyung s'intéresse autant à poser des questions sur l'éveil. Puis vient une surprise de sa part. Elle hésite et admet même avoir menti. Sayongo suppose de bonnes intentions de sa part et lui assure même qu'elle n'a rien à dire. Il l'encourage en lui disant qu'il est encore temps et rentre chez lui peu de temps après leur conversation. Enfin, ses colis de livraison sont arrivés. La commande étouffante est arrivée et maintenant il n'a plus besoin de s'inquiéter des fournitures. Il a déplacé ses affaires sur le toit et n'a gardé que les affaires importantes sur le deuxième sol. Lors de son travail de préparation, il a sélectionné tout un tas d'éléments nécessaires à la mission d'aujourd'hui. Des trucs comme des masques à gaz, des combinaisons et d'autres équipements. Pour sa prochaine mission, notre garçon a l'intention de trouver un endroit approprié pour l'utiliser comme cachette. Il lui faut construire un port d'attache, d'où le but de la hache. En passant par le portail, Xiango fait face à sa première piste pour trouver une cachette. Il a accidentellement découvert une grotte de gobelins en cherchant le vieux gobelin. Se rappelant son emplacement, il se rend exactement au même endroit et le trouve. C'est un endroit assez pratique pour se cacher, parfait pour ses projets. Cependant, il devait d'abord vérifier le type de monstre qui vivait ici. Vous scannerez donc l'environnement et découvrirez de minuscules empreintes de cobalt qui passent. C'est en fait une découverte à célébrer, car ces gars-là ne posent aucun problème. Sionko était déjà venu ici avec un plan contre les monstres de bas niveau, il n'avait donc rien à craindre. Le problème avec les kobolds, c'est que ce sont des créatures nocturnes. Ils dorment actuellement, alors le plan de notre garçon est de les étouffer à l'intérieur. Il rassemble d'abord un tas de bois de chauffage en coupant quelques branches. Ensuite, il place le groupe rassemblé à l'entrée. L'idée suivante est de renverser de l'essence partout. Sayongo pensait qu'il allait terminer cette mission sans problème car tout ce qu'il lui restait à faire maintenant était d'allumer un feu. Mais ensuite, il a entendu leur bruit de façon choquante. Ils sont sortis de leur sommeil et ont immédiatement croisé les yeux sur leur prochain repas. Siongo les salue doucement, avant de fouetter sa hache et de se lancer dans l'action. D'un simple mouvement, il coupe les deux monstres autour du cou, les tuant immédiatement. La raison pour laquelle ils sont tombés si facilement est à cause de la somnolence du début. Merci à ces kills consécutifs. Le système lui attribue une augmentation de niveau et 4 points. Ensuite, Xiao jette le briquet dans le bois de chauffage. Peu de temps après, les fumées commencent à pénétrer à l'intérieur. Dans le surogame, les monstres de bas niveau avaient une faiblesse flagrante. Ils étaient vulnérables aux nouveautés, et celui-ci en faisait partie. Sont lestés d'un garçon avec un masque à gaz à l'extérieur, même s'il aurait pu essayer de les brûler directement. Cette méthode était encore plus efficace avec le processus de nettoyage. Les kobolds endormis se sont réveillés frénétiquement et ont couru dehors pour se sauver. Siongo a intentionnellement choisi cette stratégie pour affaiblir leur corps et créer de la confusion dans leur fuite. Au moment où ils sortaient, son objectif était de profiter de leur situation pour les tuer immédiatement. Même s'il s'attendait à ce qu'au moins 5 d'entre eux sortent, Shungo est stupéfait que seuls 4 l'aient fait. C'est différent de leur groupe habituel de 7 personnes. Visant l'un des koboulons. À bientôt. Ango massacre les morts, déclarant qu'il n'en reste plus que 3. Les 3 autres coururent vers lui, faisant le peu qu'ils pouvaient pour l'attaquer. Et notre garçon était prêt avec sa hache. Cet homme frappait des circuits avec son arme et les abattait. Un autre kobold tente d'attaquer. Mais les tout-puissants sont courageux. La mort l'aveugle à bout portant avant même de pouvoir faire quoi que ce soit. Siongo a aidé à lui couper la tête. Avec juste un dernier restant. Ce garçon regarde son chef en s'agitant de peur. Il est devenu chasseur et déclare leur faim en promettant de faire bon usage de leur cachette. Le bain de sang se termine enfin, Sayongo étant fatigué au sol. Son manque d'endurance est le véritable défaut du moment, même s'ils ont été faciles à battre. Il est intéressant de noter que les statistiques du système ne sont pas différentes de celles du jeu, même la section de débuff de l'état d'épuisement. Les points de statut qui n'augmentent pas après le niveau supérieur sont également les mêmes. Néanmoins, passer au niveau supérieur lui permettra éventuellement de débloquer des objets de la boutique, ce qui est donc une bonne chose en soi. À l'heure actuelle, le plus pratique est qu'il puisse utiliser son propre espace privé. Et autant notre garçon voulait avoir un environnement propre à l'intérieur. Il fut déçu du désordre provoqué par le cobalt. Avec une planque sécurisée, les opérations de nettoyage ont commencé. Ce mec a dû nettoyer tellement de conneries de gobelins qu'il en a eu marre. Nettoyer autant de choses était comme une douleur dans le cul, surtout après avoir terminé un combat digne de ce nom. Sayongo maudissait ces créatures merdiques parce qu'elles vivaient dans les ordures. Pourtant, il n'avait plus à s'inquiéter avec un nouveau port d'attache.
Sayango revient de son côté du monde à chaque fois qu'il a besoin de sortir les poubelles. C'était un avantage, mais il lui fallait quand même beaucoup de temps pour nettoyer. Ce qui le surprend le plus, c'est de découvrir à quel point il est facile d'utiliser des objets entre les dimensions. Il a donc utilisé un tuyau d'un côté et l'a activé de l'autre. Il s'étonne même de son efficacité. Ensuite, il doit éliminer les taches de sang et travailler à couler le béton afin de faciliter le stockage des objets. Il réfléchit aux complications du mortier et de l'utilisation de panneaux sandwich. Et le seul point positif de cette grotte merdique, c'est qu'elle est pleine de pierres lumineuses et inflammables. Ce sont des pierres pour débutants dans le jeu, mais l'endroit en est plein, donc c'est bien. Xianho a maintenant une raison d'exploiter correctement cet endroit après la construction. Le lendemain, Bro est au bord de sa vie. Il travaille si dur chaque jour que son corps lui fait mal partout. En vérifiant son bras, il s'étonne des quelques coupures qu'il a subies. Ses objets collectés dans l'autre royaume reposent sur le côté de la table. Seongo se demande s'il devrait fabriquer une pommade en profitant de cette opportunité. La méthode est assez simple. Il y a de la poudre de guacamole et des légumes dans des proportions égales. Puis un peu de remuage et voilà. Une pommade de faible niveau pour une guérison de base. Grâce à l'expérience culinaire de nos garçons, le chef a plus de facilité à les préparer. Le simple fait d'appliquer la pommade sur son bras semble être une étape en cours. Cependant, Sayango est troublé par la réalisation qu'il devra peut-être recommencer encore et encore. Il envisage l'idée d'augmenter ses statistiques en se concentrant sur les fondamentaux, mais là encore, il risque tellement sa vie qu'il pourrait même mourir avant que cette foutue apocalypse n'arrive. Même si ce serait drôle comme de la merde, Xiango ne veut pas prendre de risques et envisage d'utiliser une arme plus pratique comme un pistolet. Soudain, une pensée lui vient à l'esprit. Il y a certainement quelque chose qu'il pourrait utiliser. Séparé du scénario principal du jeu, nous avons son histoire de fond. Mais la grande question est la suivante, cette tradition s'appliquera-t-elle même à l'apocalypse à venir? En utilisant ces informations, Seungo fait part de ses réflexions, en espérant que les événements de la trame de fond se produiront, parce qu'ils lui bénéficieront d'une manière inimaginable. Avec un nouveau plan créé, ce type monte sur le toit pour récupérer les matériaux de construction qu'il a commandés. En ouvrant le portail, notre garçon commence à jeter ses sacs de l'autre côté un par un. Après cela, il alla chercher d'autres objets, puis descendit au premier étage. Ici, il était sur le point de déplacer une pile de colis quand soudain la même fille réapparut. Seungo commence à se demander si elle se sent trop à l'aise avec lui à ce stade. Bros dit que c'est directement dans son visage, ce qui la met dans l'embarras. Il lui assure qu'il est juste occupé avec des travaux de rénovation et elle pense qu'il dit la vérité. Ce qui la surprend, c'est qu'il ne vient pas se faire couper les cheveux habituellement tous les 3 mois. Jano se souvient et comprend également qu'une coupe de cheveux est nécessaire pour l'exploration à venir. Alors il abandonne ce qu'il fait et se rend dans sa boutique. Ici, mon frère, cela ressemble à une version coréenne de la critique humide. Il lui ordonne de tout raser. Le buzz coupe l'Arc Sigma, surpris qu'elle décide de donner suite à sa demande. Ce qui l'intrigue, c'est la façon dont les épaules de Xiango se sont élargies. Je veux dire, soyons honnêtes, aucune fille ne dira jamais ça pour de vrai. Il lui dit qu'il s'entraîne. Tandis que Mick-Jun parle de la fenêtre d'état étant liée à la vie de survie du jeu. Les éveilleurs sont des personnes qui ont joué au jeu au moins une fois. Pendant tout ce temps, Xiango fait l'idiot et est d'accord avec tout. Et il demande aussi curieusement quelle est sa source d'information. Soudain, un mec tatoué entre dans le magasin, révélant qu'il est là pour les nouvelles informations. De manière hilarante, ce type a combattu Xiango dans le passé, mais uniquement dans le cadre d'un concours de chant. Notre garçon est énervé que ce clown soit sa source d'information. Les cheveux blonds lui disent qu'une certaine personne a supprimé les flux et ne garde les informations que pour lui-même. C'est un moment gênant car ce type annonce même qu'il essaie de localiser réellement le joueur. Xiango est vraiment curieux de connaître cette personne mystérieuse. Le nom Inak supprime Kimbap Joa, qui était le nom d'utilisateur de Yongo. Cela complique déjà les choses, car maintenant notre garçon sait que les gens le traquent réellement. Inan oblige la jeune femme à faire preuve d'audace et à rejoindre leur équipe. Sayango pense que toute la situation est stupide. La seule raison pour laquelle il a supprimé la vidéo est simplement parce qu'il était déçu. Il n'a jamais eu le temps de penser à ses avantages personnels. Quoi qu'il en soit, ce punk est un aspirant à rien qui parle de gros gibier. Il maudit même Xiango pour avoir abandonné tout le monde sans publier publiquement d'informations sur ses streams, sans savoir que le même gars qu'il chasse actuellement est assis devant lui. La jeune pute se demande si la réaction de la communauté est également la même. Cela l'amène à se demander s'il devrait vraiment changer de cap et partager des informations. Bro se lève personnellement pour affronter personnellement Inok, le grondant pour avoir gâché sa coupe de cheveux en pleine séance. Inak essaie de jouer à Monsieur Tafgi avec notre garçon. Mais Jongu regarde le nain avec des yeux meurtriers, lui ordonnant de se perdre rapidement à moins qu'il ne veuille être à nouveau humilié. Intimidé, le punk sort du magasin tandis que la dame lui fait ses adieux. Rendre les jeunes soulagés. La voyant en détresse, notre garçon lui demande son numéro, uniquement parce qu'il pense que ce type est en réalité un clown qui pourrait menacer sa vie. De retour à la maison, notre garçon ressemble à un mannequin avec son nouveau look. Il s'est d'abord concentré sur son nom d'utilisateur et a décidé de rechercher des informations sur le forum. Ce qu'il a trouvé était alarmant, le forum tout entier était inondé de malédictions et de jurons dirigés contre lui. Il recevait une haine sans fin, jusqu'à ce qu'il finisse par trouver le nom d'utilisateur d'Inok. Le clown a même utilisé un surnom malgré une vérification complète accessible sur
sur le site web. Sa page entière était inondée de commentaires négatifs sur notre garçon, un véritable haineux et rédacteur spirituel, corps et âme. Siongo éteint son ordinateur, sachant que c'est la seule réaction appropriée. Il n'était pas mentalement affecté, juste déçu. Et ensuite son cerveau ressentit une étrange sensation de calme alors qu'il commandait le portail. Il passa les 2 jours suivants à peaufiner sa cachette, travaillant sur l'exploitation minière et la construction. La pioche l'a aidé. Puis il étala le mortier avec de l'eau, en le lissant uniformément chaque jour. Le travail terminé, il ressort en attendant que le mortier sèche. Pendant ce moment, il regarde la lune solitaire. Soudain, Siongo réalisa qu'il devait répondre à cette injustice et à ce niveau de cruauté. Ce n'est pas une sorte de héros et il ne cherche pas un but grandiose dans la vie. Son objectif ultime est la survie ultime. C'est tout ce qui compte, du moment qu'il gagne. Prenant sa résolution, il se retourne et se retrouve effrayé. Il y a une plante grimpante en os qui s'approche de lui. Siongo était déjà énervé, alors il a finalement trouvé une cible sur laquelle concentrer son attention. La prochaine fois que notre garçon se réveillera, il sera couvert de rayures. Il ne sait même pas ce qui s'est passé à l'instant. Mais ensuite il se souvint de la vue de la plante grimpante en os. Ce qui le laisse perplexe, c'est de savoir comment il a pu survivre à une explosion à bout portant. Mais cela a aussi une réponse. Juste après avoir repéré la plante grimpante en os, Siongo savait déjà que ce connard était sur le point d'exploser en morceaux. Alors il s'est enfui. Mais la détonation le rattrapa quand même, le frappant avec suffisamment de force pour perdre connaissance et ne pas mourir. Cependant, ce petit retour là-bas lui a également coûté cher. Siongo est plein de priques poignardées au côté droit. Rassemblant le peu de force dont il dispose, il appelle la fenêtre d'état pour l'aider. Les statistiques du système ont diminué en raison de son état actuel. Et grâce à la destruction de la créature, il obtient des points pour sa défaite. Un mal de tête retentissant commence à prendre le dessus, accablant les sens de Seiyungo. Dépensant sa dernière once d'énergie, il ordonne d'ouvrir le portail. Dans la scène suivante, la première chose qu'il fit fut de soigner ses blessures. Cela implique de retirer les fragments d'os de la créature. C'était douloureux à enlever, et ça lui faisait un mal de diable de les enlever. La pommade a fait des merveilles, l'aidant à arrêter le saignement. Vérifiant son état après l'avoir bandé davantage, Siongo a fini par perdre connaissance. C'était sa limite pour la journée. Le lendemain matin, l'aube se lève et notre garçon est de retour. Il pense qu'il est sur le point de mourir d'un jour à l'autre. Son souci immédiat est de vérifier si ses blessures sont guéries. Alors il ouvre la fenêtre d'état. Le système semble dire qu'il va bien, donc c'est bien. Il se lève et réfléchit à la question de savoir comment un foutu idiot l'a trouvé en premier lieu. Tout d'abord, la forêt est très vaste, il n'est donc pas improbable que des créatures sortent soudainement de leur cachette. Cela l'incite à se concentrer davantage sur le perfectionnement de ses statistiques de perception, ce qui augmenterait ses capacités de détection. La seule façon d'augmenter ses statistiques dans le jeu est bien sûr d'utiliser des points de statistiques. Ceux-ci sont requis via une expérience de chasse ou d'exploration. Une autre façon d'améliorer les statistiques consiste à utiliser des équipements ou des armes qui améliorent l'utilisateur. Le seul problème, Sura est nul comme jeu et sa difficulté est hors du commun. Même pour obtenir des éléments de statistiques simples, il faut affronter des monstres dangereux bien plus élevés que votre propre niveau. Cela signifie affronter des bêtes infernales juste pour une arme. Après avoir vaincu des monstres, des compétences pouvaient également être débloquées. Les monstres de haut niveau les laissaient tomber en fonction de certaines conditions, sauf que toutes les compétences ne convenaient pas à tous les joueurs. Alors maintenant, Siongo se demande un moyen infaillible pour lui d'acquérir des objets améliorant ses statistiques. Il décide de renvoyer les images à l'histoire de fond qu'il a visité dans le jeu. De telles histoires se déroulent avant que les astéroïdes ne tombent sur Terre. Cela signifie que visiter de tels endroits pourrait vous rapporter des objets spéciaux avant même que l'apocalypse n'arrive. Mais ce n'est qu'une théorie. Une théorie des jeux, vous comprenez? Sayonko sait qu'il doit aussi combattre des monstres plus forts. Il passe les heures suivantes à lire des informations passées et découvre 3 lieux importants où les histoires de fond se sont déroulées. Le navire russe, le Hobgoblin et un autre. Le jury montagne ou incident, le plus rapide du peloton. D'après les images, l'ORC a été découvert le 26, il doit donc partir le 25 pour le retrouver plus tôt, avec sa prochaine mission en vue. Notre garçon attrape son téléphone et se rend compte que Mikyung l'appelle à une heure tardive. Dans la scène suivante, les deux sont dans un café. Elle pose des questions sur son état, se demandant pourquoi il a choisi de porter une chemise à manches longues pendant l'été chaud. Bro doit cacher ses blessures et se rend compte que cette femme est bien plus observatrice qu'elle ne le paraît. Il pense qu'il est dérangé par l'incident du magasin, mais Sion nie tout cela. Elle est heureuse d'entendre exprimer à quel point elle a eu peur. Siongo lui rappelle l'hiver dernier, où ce type avait causé des problèmes en utilisant une dépanneuse illégalement modifiée, puis il avait commencé à se battre contre des personnes faibles. Pour faire court, c'est un humain merdique. Mikyung est stupéfait d'apprendre cette nouvelle.
n'ayant aucune information sur ce type auparavant, mais notre garçon la supplie de rester loin de lui. Xianggo demande alors directement la raison pour laquelle elle l'a invité. La jolie jeune femme apparaît à son oreille et révèle qu'elle est réellement réveillée. Sayongo n'a aucune idée de la raison pour laquelle elle a même révélé des informations aussi sensibles. Jouant le jeu naturellement, il se montre jaloux de ne pas avoir eu la même chance. Elle se sent mal de lui avoir menti, mais il lui assure que tout va bien. Concluant leur réunion, il se lève pour partir. Sayongo est heureux de se voir confier cette information et admet qu'il se sent mieux grâce à ses paroles. Avant de partir, il laisse un petit indice en déclarant son intérêt pour le jeu de survie, ayant la pleine intention d'étudier le jeu maintenant. De retour chez lui, Sayongo admet qu'il se sent vraiment heureux de trouver des gens comme elle avec un bon caractère. Vérifie les magasins et finit par acheter des drones sympas et même une voiture de location pour la navigation. Puis il se dirige directement vers son lit pour récupérer pour le lendemain. Le lendemain est arrivé. Au moment où Don s'est cassé, il a commencé à fabriquer du matériel pour chasser les orques. Dans son port d'attache, il broyait et raffinait des pierres d'allumage. Il fallait les manipuler avec précision, sinon ils s'enflammeraient avec un coup incorrect. Ensuite, il jeta son dévolu sur la pierre lumineuse. Les exploités vous aveuglent avec leur lumière, mais c'est bien alors il continue à le faire. Après avoir broyé les deux, il en crée de la poudre. Ceci termine sa configuration pour la mission. Ensuite, il verse du sucre, de l'essence et des solvants organiques. Le dernier ingrédient est un agent durcisseur permettant à la pierre d'allumage de se solidifier. Grâce à son portail dimensionnel ayant des coordonnées flexibles, il pourrait facilement installer un bureau sans difficulté. Avant de partir, il emballe tous ses bagages dans sa voiture de location. Satisfait de son achat, avec le bien sécurisé, Xianggo se dirige vers Jerry Mountain pour tuer les orques. Il arrive au parking du camping Jounes avant minuit. Passer le temps restant pendant la formation d'images. Garder son équipement en sécurité. Quand l'horloge sonne minuit, il commence par sa recherche à grande échelle. 2 heures plus tard, la pluie s'est intensifiée et la brume créée par la pluie rend difficile la visibilité. Il se demande d'où sortent les orques de la Terre, car il a déjà fait le tour du camping. Il pense que le phénomène précurseur ne se produit pas dans la vraie vie. Mais soudain ses pensées sont interrompues par un grand rugissement. Paniqué, il regarde derrière lui. D'où vient le son? C'est une silhouette sombre qui s'approche de lui. Notre garçon se rend compte que c'est un ORC et non un ORC ordinaire. Il s'agit d'une sous-espèce d'orque rouge, ce qui signifie qu'une baisse de compétence est garantie. Kang Seung-go essaie de se calmer en tirant un cracker. Si tout se passe comme prévu, il peut certainement le capturer. La méthode qu'il a trouvée pour traiter les orques est simple. La première étape consiste à utiliser l'agressivité de l'orque pour attirer son aggro. Quand l'ORC est distrait par la fusée du pétard, il commence à l'attaquer avec sa hache. C'est le moment de saisir l'opportunité. Visez l'ORC et ouvrez instantanément le portail. Saisissez et ouvrez instantanément un flashbang. En raison de la lumière intense, il faudra environ 20 secondes à l'ORC pour retrouver sa vision. Cela crée une course avec le temps. Ensuite, détruisez les muscles des orques, qui se sont détachés sous l'effet du statut pour faire chuter complètement ses mouvements de manière drastique. L'orque hurle de rage et utilise sa hache pour attaquer notre héros afin de l'écraser. Et rapidement notre homme se penche lorsque la hache est sur le point de le frapper, esquivant l'attaque. Ensuite, il prend son couteau et poignarde le pied de l'ORC. Au moment où le pied de l'ORC est poignardé, il crie épée, douleur et tombe à genoux. Quand le niveau des yeux de l'ORC et de nos protagonistes est le même, il enfoncera la canette de flamme déjà faite dans sa bouche. Dès que la canette entre dans la bouche de l'ORC, elle explose. Bientôt, notre garçon commence à célébrer sa victoire. Soudain, le poing de l'orque frappe notre homme, le renvoyant voler en arrière. Il se lève, sachant qu'il n'aurait pas déjà dû baisser sa garde. Il regarde l'ORC s'avancer avec la paupière supérieure en feu, mais il ne semble pas qu'il survivrait. Notre garçon est sûr qu'il est sur le point de connaître sa fin en se faisant bientôt hacher par les orques. À ce moment-là, son système l'informe que son niveau est passé au niveau 3 et qu'il vient d'obtenir 10 points supplémentaires, acquérant ainsi la volonté de survivre. Il se lève en se disant qu'il n'est pas capable de gérer ça, se demandant où se trouve l'objet déposé tandis qu'un peu de lumière brille sur son poignet. Il regarde son poignet et l'objet qu'il laisse tomber est une perception de montre. Il soupire de soulagement car cela aurait été très compliqué de trouver l'objet déposé sous la pluie. Il s'approche de l'ORC mort, la tête en colère, se demandant quoi en faire. Il se dit que l'incident du Girizan orque était sous embargo. Il se demande alors si c'est la bonne chose à faire en prenant conscience de l'information, car la situation peut dégénérer. En pensant à ce que Mikyung lui a dit à propos des éveillés, je pense aux personnes qui ont joué à ce jeu au moins une fois. Ce qui ne veut dire qu'une chose, il doit y avoir plusieurs milliers de personnes qui se sont réveillées. Même si une petite minorité d'eux, ce sont des gars comme Owen Hawk. Ils provoqueront l'effondrement du système juridique à des fins personnelles et provoqueront le chaos. À l'heure actuelle, le plus gros problème est qu'il ne peut pas laisser l'ORC mort tout seul, sinon il deviendra une plante grimpante en os et commencera à faire du mal aux gens d'ici demain. Soudain, une pensée lui traverse l'esprit. Pourquoi ne pensait-il pas qu'il pouvait devenir un zombie
zombie. Même s'il est réveillé, il pourrait encore potentiellement devenir un zombie s'il était infecté par les spores. Je n'arrive pas à penser à la bonne chose à faire, étant incapable de prendre une décision. Il ouvre le portail en pensant aux quelques personnes qui auront survécu. Il est certain que la roue mérite une fin ordonnée. Notre garçon commence à creuser un trou dans le sol pour pouvoir enterrer l'orque qui vient d'être tué. Il est vite épuisé et se demande comment il va faire rentrer l'orque à l'intérieur. Sa nouvelle compétence lui permettra de survivre. S'active, car il est déclenché par l'épuisement pour terminer la tâche immédiatement. Le héros commence bientôt à terminer son travail rapidement, n'ayant d'autre choix que de travailler aussi vite que possible. Ensuite, il jette l'ORC dans sa tombe tout en étant reconnaissant pour cette compétence. Après cela, il ouvre le portail et se retrouve dans une voiture en mouvement. Les séquelles mettent du temps à permettre à son corps de récupérer avant de pouvoir reprendre ses activités habituelles. Le lendemain, il se réveille en se demandant si le temps qu'il voit est légitime. Selon le plan, il aurait déjà dû établir une ligne de défense. Il regarde son téléphone, se demandant si les restes de l'orque rouge ont tous disparu. Il prévoit de ne rien commencer aujourd'hui. Ce n'est tout simplement pas le bon moment pour lui et décide de jeter un œil aux articles qui ont été envoyés tôt le matin. Dans la boîte se trouvent toutes les armes dont il a besoin, bien qu'il ne puisse l'utiliser que comme club de guerre indien. Il vous manque néanmoins quelques éléments du package. Il récupère une note indiquant que certains des articles qu'il a commandés sont illégaux et qu'ils ne peuvent pas passer la douane. Alors qu'il est occupé à regarder les armes qu'il s'est procurées, il entend une autre camionnette de livraison. Il leur dit à haute voix de laisser les affaires devant sa porte d'entrée. On frappe à la porte. Notre gars se demande pourquoi le livreur ne l'a pas écouté. Il essaie de le répéter puis ouvre le portail. Ce n'était pas le livreur, c'était Mi-kyung. Elle reste là, expliquant qu'ils ne s'étaient pas rencontrés depuis longtemps et qu'elle voulait discuter de quelque chose avec lui. Elle tient un sac contenant de la nourriture, et se demande s'il veut manger du raboki avec elle. Il ne reste plus que 24 jours avant l'arrivée de l'apocalypse. Notre garçon est incapable de croire que Mi-kyung a enfin visité sa maison. Je deviens clairement nerveux et je n'arrête pas de rougir. Après avoir servi la nourriture, elle lui dit de manger avant que la nourriture ne refroidisse et il l'écoute. Ils ont bientôt fini de manger et il demande de quoi elle voulait parler. Elle passe directement au sujet, car il a mentionné plus tôt qu'il enquêtait sur Sora, afin qu'elle puisse discuter de certaines informations importantes à ce sujet. Eh bien, ce n'est pas de cela que notre garçon pensait qu'elle venait discuter. Il pensait qu'elle voulait peut-être sortir avec lui. Mais il s'assure que parler des choses apocalyptiques avec elle serait la meilleure option en ce moment, parce qu'il a besoin d'avoir une bonne compagnie autour de lui dans une période difficile. Elle commence rapidement à sortir les poubelles pendant que notre garçon se prépare pour d'autres choses. Il a sorti son ordinateur. Il lui a même révélé qu'il s'était réveillé, car le découvrir d'une autre manière ne serait pas génial. Il commence par expliquer en détail le fléau de la mort du métal, et se déplacer avec un groupe de plus de 6 personnes fait du groupe une cible facile pour les zombies. En saisir la perception est important pour la survie, ce qui est en fait la compétence la plus importante parmi les autres. Le but du jeu est de survivre, comme il est sur le point de l'expliquer davantage. L'arrête. Elle discute de ce qu'Owen Aoka dit, Kim Boplové subissant beaucoup de réactions négatives, alors pourquoi ne divulgue-t-il pas d'informations? Notre garçon n'a pas vraiment de réponse à sa question, et lui demande de deviner. Il suppose que tout le monde a une raison et que les circonstances la justifient. Ensuite, Arbois lui dit qu'il a rejeté son offre de le rejoindre, et elle se demande pourquoi il ferait cela. Sort son téléphone pour lui montrer la raison. Il s'agit d'un enregistrement de parlant de l'enlèvement d'une fille, étant donné qu'elle joue dur. Entendre tout ce discours le met en colère. Il se tourne vers Mi-kyung, l'informant de ce qui sera forcément révélé lorsque l'apocalypse arrivera, la vraie couleur des gens. Le héros la guide-t-il pour ne faire confiance à personne? Mais elle le surprend en lui suggérant de former un groupe ensemble. Notre gars serre le point parce qu'il ne pouvait pas simplement brouiller une réponse. Un de ses objectifs consiste à atteindre le niveau 10 et à débloquer le tir avant le didacticiel, ce qui crée un problème. Dans Kola, il existe un système où le rang des monstres qui réapparaissent change en fonction du niveau. Si elle l'accompagnait, elle mourrait forcément de la pire mort possible. Il rit nerveusement, se demandant ce qu'elle ferait s'il devenait un zombie. Elle assure qu'elle ira bien et utilise son trait pour se téléporter à sa table à manger. Elle parle de son trait appelé cligner des yeux. Elle n'a qu'à l'esquiver s'il la mord. Il est surpris par son talent, mais l'avertit de ne pas le montrer à n'importe qui, mais elle dit qu'elle lui fait confiance. Avec brio, elle suggère qu'ils deviendront un équipe s'ils ne deviennent pas des zombies. Un peu plus tard, il se tient près des arbres et réfléchit à la facilité avec laquelle il est possible de construire des clôtures. La première étape consistait à enfoncer des poteaux de support dans le sol pour les installer. Il a ensuite enroulé du fil de fer barbelé autour d'eux et les a réparés. Après cela, il a installé l'infrarouge à plusieurs endroits et son travail est terminé. Il regarde le travail qu'il a fait, se félicite et est sûr qu'il devrait au moins obtenir un point de dextérité pour cela. Siongo commence à reculer, achevant les travaux de mortier et créant un mur de défense, il décide de commencer à déplacer les colis.
Il a fini de déplacer les cartons au bout d'un moment. Pendant qu'il mesure ce qu'il faut faire ensuite. Soudain, il a froid et éternue. Il se rend compte que l'autre monde sera froid et qu'il devra bientôt se réfugier ici. Nous devons donc réfléchir à certaines contre-mesures. Notre héros regarde l'entrée de la grotte et décide d'y construire une porte car un simple rideau ne suffira pas. À chaque pas, sa liste de choses à faire s'allonge. Il s'arrête plus tard dans un atelier de menuiserie pour produire et acheter différentes choses. Sur le chemin du retour, il a vérifié les endroits qu'il va cambrioler pendant les 5 heures précédant la propagation de la peste du métal. Alors qu'il fait la liste, il est arrêté par Yeong Junyeong, qu'il n'a pas rencontré depuis longtemps. Il est directeur de salle de sport, divorcé et père d'une petite fille. Notre garçon lit ses expressions et elles n'ont pas l'air très belles. Yoon s'en fiche mais commence à jeter un œil à son corps, qui semble se remettre en forme. Ensuite, notre garçon lui demande ce qui se passe, ce à quoi il répond que c'est évident, il est bouleversé parce que le monde va finir. Le protagoniste est surpris de le savoir aussi. Jun se demande si notre protagoniste y croit. Au début, Jun n'y croyait pas, jusqu'à ce que son ami commence à l'éviter, en utilisant le super pouvoir qui lui a été accordé. Le protagoniste ment en disant qu'il ne s'est pas réveillé et le gars du gymnase soupire tristement en disant qu'il ne s'est pas réveillé non plus. Maintenant, son ami se rend à la station de radiodiffusion pour gagner de l'argent. Le gars du gymnase montre à notre garçon de s'asseoir à côté de lui. Et notre gars se rend compte que bientôt tout le monde découvrira l'existence des éveillés. Il change de sujet en parlant de quelque chose de bizarre qui s'est produit. La fusillade du Ido. Sayan ne pouvait pas croire ce qu'il avait entendu car il ne regardait pas les informations le matin. Il lui a demandé d'aller voir le nouveau, et le message est supprimé instantanément. Les médias sont désormais contrôlés. Jun explique les nouvelles qui ont suivi, comment ils ont essayé de dissimuler la nouvelle en disant que c'était un déserteur qui avait tiré. La zone de la fusillade est désormais fermée au public, seule l'armée et la police peuvent la visiter. Soudain, notre garçon se lève, trouve une excuse pour partir et commence à s'enfuir. De retour à la maison, une fusillade a eu lieu juste après l'incident de l'ORC. Tout cela lui fait penser que le gouvernement est dans le coup puisque sa réaction l'a montré clairement. Il ouvre un fichier sur son ordinateur et clique sur une vidéo. Notre gars est surpris de voir beaucoup de monde connaître l'heure exacte du phénomène précurseur. Il s'est même débarrassé de l'ORC, mais la fusillade a eu lieu au même moment. Tout en réfléchissant, il se demande si quelqu'un a divulgué l'information au gouvernement dès le début, et tente d'initier l'action à partir du premier phénomène précurseur. Et peut-être qu'ils ne sont pas sortis devant parce qu'ils n'ont pas de caractère offensif. On ne sait pas vraiment de qui il s'agit, mais il y a certainement quelqu'un derrière le gouvernement. Siomo se demande qui pourrait être cette personne. Il a fait des recherches et s'est retrouvé avec 3 joueurs vétérans. Après mûre réflexion, il s'est débarrassé du créateur. Puisqu'il tire ce mouvement du jeu dans le sens de la réalité, les créateurs du jeu sont susceptibles d'être des méchants. Si les méchants étaient soutenus par le gouvernement, ils ne le laisseraient jamais tuer l'ORC. Il dessine 3 visages qui sont les plus grands suspects. Il se demande si c'est le survivant numéro 1. Et si sa théorie est légitime, il n'est pas obligé de partager lui-même cette information avec le gouvernement. Notre gars s'allonge sur sa chaise. Vous vous demandez si le survivant numéro 1 est le gars qu'il a vraiment connu? Ses amis vétérans lui manquent et décident de leur faire confiance pour le moment. En dehors de cela, le partage d'informations n'empêcherait toujours pas la catastrophe qui s'annonce, donc il n'interviendra pas encore. 2 jours plus tard, il récupère son dortoir. Et comme le garde-manger est prêt, le premier abri est réalisé. Il décide d'installer 2 plateaux logistiques puis de percer le mur. Mais il y a beaucoup moins d'espace qu'il ne l'imaginait. L'imperméabilisation du sous-sol est terminée et il y travaille petit à petit. Il s'en va en pensant qu'il le comprendra une fois la guérison terminée dans la phase 2. Il lui reste une tâche importante à accomplir, créer des cartes avec son drone. Pendant qu'il faisait ça, avec son VR allumé et le drone en l'air, il aperçut l'abri au milieu et commença à explorer les environs. Grâce au drone, il a pu se renseigner sur les champs de neige du nord-ouest et un océan au sud. L'océan n'avait pas de monstres et beaucoup de proies, alors il décide d'installer des pièges pour attraper des poissons. Il a examiné la vallée pour étudier l'écosystème autour du refuge. Soudain, il voit l'endroit où il a enterré l'Albar mais le cadavre a disparu. Il se demande si la grosse boule de poil le mange. Il ne porte pas de jugement car il y a de nombreux pas à proximité. La plupart d'entre eux sont des traces d'orques, ce qui le rend encore plus suspect. Il mesure la distance entre la vallée et le refuge, qui est d'environ 1,5 km, rendant l'abri plus dangereux qu'il ne le pensait. Sachant que les gobelins sont à proximité, il décide de ramener le drone au refuge car il ne peut pas se permettre de le perdre. Il est capable de dessiner une bonne carte et sait quel type d'animaux se trouvent dans la forêt. La prochaine chose qu'il doit faire est de vérifier lui-même toutes ces zones. En commençant par le marais le plus proche, il souhaite voir une exploitation agricole aussi grande que possible. Soudain, l'infrarouge se déclenche. Et il sort en sachant que c'était des gobelins avec leurs pas imprimés sur le sol. Notre garçon y pensait déjà, donc cela crée une opportunité parfaite pour lui. Il se demande si cela est dû à son statut de percé
perception qui a récemment augmenté. Même le plus petit son était très clair pour lui. Au bout d'un moment, il était repéré des gobelins sans se montrer. Cela créait l'angle d'embuscade parfait pour lui. Et il sort sa lance et sa flèche et se lance et attaque vers la tête du gobelin. Le gobelin tombe mort. Et notre garçon est soutenu par les autres gobelins. Il commence à courir vers lui pour l'attaquer. Mais il s'en débarrasse rapidement comme s'ils étaient faciles à tuer. Il en tue 4 puis s'en va pour attaquer les 4 restants. Notre garçon est entouré d'eux, mais il en retire quelque chose. Pour ce qui fait instantanément tomber les gobelins à genoux. Comme ils sont à genoux, notre protagoniste prend son couteau et leur coupe la tête. Il a profité de l'épuisement de gobelins pour remporter cette bataille, même s'il ne pouvait pas croire que cela fonctionnait. Désormais, il reste 21 jours avant l'arrivée de l'apocalypse. En creusant le sol, notre garçon se sent fatigué. Soudain son trait se déclenche et son corps est à nouveau plein d'efficacité. Il se rend compte que son talent n'est finalement pas complètement inutile. Au bout d'un moment, il a fini d'enterrer les cadavres des gobelins. Puis il se tourne vers le butin qu'il a récupéré. Il récolte d'abord le fruit du guacam qui aide grandement et redonne de la force. Il y a une tonne d'huile végétale dans le butin, ce qui lui fait penser qu'il y a peut-être une récolte à proximité. Il regarde dans la pochette du gobelin en tête, et il est surpris de trouver un crapaud vivant à l'intérieur. Ce crapaud est de couleur bleue. Notre garçon se demande pourquoi porterait-il un crapaud vivant au lieu d'un mort. Soudain, le crapaud commence à sentir. Et bientôt notre garçon se rend compte qu'il s'agissait d'un poison paralysant utilisé par les gobelins. Instantanément, notre garçon décide qu'il doit élever ce crapaud quoi qu'il arrive. Non seulement il trouve le crapaud super mignon, mais étant capable d'extraire du poison, il pourra créer une résistance au poison en l'injectant dans son corps. Avec la paralysie, la chasse au poison deviendra également plus facile. Ensuite, notre garçon décide d'un nom pour le crapaud, Jodok, dans le but de beaucoup nourrir Jodok. Son système commence à l'informer que le crapaud est désormais sa propriété. Il se demande si cela ressemble à un gadget caché ajouté à la réalité. Il commence à trop réfléchir et à suranalyser la situation. Après cela, notre garçon commence à explorer et ouvre la porte dimensionnelle. Avec ce portail, il continue de faire des allers-retours et achève enfin sa réorganisation. Après cela, il commence immédiatement à fouiller les environs. Il trouve un ressort qu'il a accidentellement manqué dans le drone. Il regarde l'eau et se rend compte que c'est de l'eau ordinaire et qu'elle n'a rien de trop dangereux. Il est surpris de trouver une cachette près de son abri. Juste derrière la source, il trouve un guacatri et des bourgeons d'huile végétale. Notre garçon a cueilli les fruits du guacam et récolté une quantité appropriée de bourgeons d'huile végétale. Après cela, il a laissé des traces sur les arbres partout où il allait. Pour ne pas oublier le chemin qui mène à cet endroit, il commença à rebrousser chemin à son appartement. Il nourrit son nouvel animal de compagnie, Jodok. Pour le moment, il élève son animal de compagnie dans l'appartement du 2e étage. Il ne pouvait pas laisser Jodik dans la cachette car il mourrait. À part s'occuper de son animal de compagnie, il y avait bien d'autres choses à faire. La chose la plus longue qui a pris a été de préparer la pommade et j'en ai accidentellement fait trop. Il ne sait pas quoi faire. Il ne peut pas le donner à Mi-kyung parce qu'elle est aussi une personne éveillée en elle. Il décide donc de le donner à Jung, chez Younes Place. Il boit la boisson protéinée. Notre garçon lui a donné la pommade, le faisant se demander ce que c'était. Notre gars explique qu'il en a acheté trop et que c'est censé être bon pour les blessures. Young demande en plaisantant s'il se lance dans le marketing et notre ironie. Pourtant, Yeong lui est reconnaissant pour la pommade et pour lui avoir envoyé des informations relatives à la sourate. Mais notre garçon le remercie de lui avoir parlé de la fusillade. Ensuite, Si-young constate que la salle de sport est beaucoup trop calme, ce à quoi son ami explique que tout le monde est allé faire. Après que le responsable de la radiodiffusion ait diffusé les informations dont il avait connaissance. Alors maintenant, il décide de s'établir ici. Notre héros le prévient qu'avoir trop de monde est un signe de danger. Et Jun ne veut tout simplement pas abandonner ses membres. Il leur est trop fidèle. Ensuite, Jun se demande ce que Si-young envisage de faire, et il l'ignore. Soudain, ils entendent un « Si-young trouve cela familier ». Il regarde le bâtiment, et il me voit arriver au sol. Tous deux se précipitèrent vers elle, se demandant ce qui s'était passé. Elle explique qu'elle a été attaquée, mais qu'elle ne pouvait pas voir qui l'avait attaquée. Young va immédiatement vérifier à l'extérieur du bâtiment et dans toute la zone, malgré que notre garçon essaie de l'empêcher de sortir pour le moment. Pendant ce temps, notre garçon reste avec Nick Young. Et elle explique que tout est devenu sombre devant ses yeux et qu'elle n'a pas pu comprendre ce qui s'est passé. En entendant cela, un frisson parcourt le dos de notre héros en réalisant ce qui se passe. Il l'exhorte à utiliser instantanément sa capacité de cligner des yeux chaque fois que quelque chose comme ça se produit parce qu'ils ont commencé à bouger. Il assure également qu'il lui enverra bientôt un kit d'autodéfense et l'exhorte à être très prudente désormais, plus que 20 jours avant l'approche de l'apocalypse. Il y a un mème célèbre du passé, si 5 personnes se rassemblent, l'une d'elles sera forcément inutile. Les trollers existent partout dans le monde, notamment dans la sourate.
Dans la sourate, il existe des correctifs pour les interférences. Les développeurs répondent aux rapports mais n'attrapent pas les trollers. Dans Sura, les trollers rejoignent une équipe, agissant comme des joueurs normaux. Et ensuite, attirer le groupe dans une zone remplie de monstres, faisant disparaître toute l'équipe. Ils abordent les débutants avec gentillesse, seulement pour les tuer plus tard et voler leurs affaires. Les trollers ont fait toutes sortes de choses pour inciter les parties à se battre. Ils ont fait tomber en un an seulement un jeu qui n'était déjà pas célèbre. Certains utilisateurs passent à 4. Parce que l'équipe de Seiyonho s'est occupée des trollers restants. Notre garçon se demande pourquoi il explique tout cela, puis résume tout ce qu'il a trouvé jusqu'à présent. La communauté Awakune est regroupée après la fusillade de Yuido. Il ne donne pas seulement des informations, mais trace également des schémas. Il fait une pause au milieu d'une phrase, car il découvre que des gens vendent également ses vidéos. Car notre protagoniste sert davantage sur le site. Il apprend que son coéquipier Dawaju M était un trollé. Il est stupéfait de voir la vignette de la vidéo de Dawaju Sam, déclarant qu'il est porté par Kimbap Jao. Maintenant, Xianho se demande si ce troller essaie d'attirer les gens avec une vidéo montée. Étonnamment, il applaudit Duajuzem alors que Duajuzem est félicité pour sa réflexion. Il s'étire alors qu'il décide de s'entraîner davantage pour s'attaquer à ce genre de personnes. Au cours des 13 jours suivants, chaque fois qu'il en avait le temps, notre héros a constamment appris à utiliser les armes et aux techniques pouvant être utilisées en combat réel sur une chaîne de survie YouTube en ligne. Par contre, à cette époque, il a vu des monstres attaquer, y compris des cachettes. De plus, il existe un certain nombre de stratégies et d'armes qui n'ont pas pris en compte la maladie du fil. Par conséquent, après s'être entraîné pendant ces 13 jours, Seiyonho a enfin hâte de choisir une arme principale. Une arme qui peut être utilisée si la maladie des fils survient, et qui est également bonne pour le combat antipersonnel et l'élimination des monstres. Il regarde dans son sac à outils et trouve une massue de guerre indienne, une fronde en bois, des perles d'argile ocre et des objets en pierre faits à la main. Cependant, aucun ne correspond à ces conditions. Puis, dans un premier temps, notre protagoniste décide d'essayer le lance-pierre. Il est très utile à bien des égards. Cependant, les perles d'argile ocre sont ambiguës car leur pouvoir est faible. Ensuite, il décide d'utiliser l'Indian War Club. Il pense qu'une fois que la maladie du fil était considérée comme une évidence, il n'y avait plus lieu de s'inquiéter. Le moyen le plus simple d'éliminer un zombie est de détruire les spores vivants à l'intérieur du crâne avec une arme contondante. Il rappelle que la première arme qu'il décide d'acheter après avoir atteint le niveau 10 est un objet de type arme contondante, Ebony Wood Club. Et c'est pourquoi il était essentiel pour lui d'améliorer ses compétences. Et maintenant, notre garçon se demande si l'Indian War Club est également efficace contre les humains. Il pense que c'est ambigu, car il lui sera difficile de gérer un éveilleur psychique avec cela. Error 500, serveur error. 1500.dts en error.der ou sans error. Please try again latte.dts all we know. Puis un humain donne 50 points. Le système meurtrier. Ce qui nécessitait des matchs à mort avec les joueurs à proximité s'ils étaient enregistrés comme meurtriers. Empêcher l'abus de meurtre de joueurs, même s'il y aura un grand nombre de personnes, qui éliminera les utilisateurs pour plus de points, même en souffrant de démérites. Pendant ce temps, il détruit complètement le mannequin avec son Indian War Club. Il décide d'éviter ce genre de joueur jusqu'à ce qu'il ait terminé de cultiver des objets et des compétences. Après un entraînement intensif, notre héros essuie sa sueur chez lui, tout en envisageant de démonter complètement le magasin. Mais il s'arrête au milieu d'une phrase lorsqu'il entend un bruit de loup venant de près. Plus tard, Seiyonho trouve le loup, qui est plus grande que la taille normale. Notre garçon peut même écrire dessus. Le système révèle son nom, Grey Wolf. Mais en l'observant de près, il s'aperçoit qu'il ne respire pas. Il se demande s'il s'agit d'un loup errant ou s'il s'est approché de sa cachette après avoir été attaqué. Pour trouver plus d'informations, notre protagoniste commence à vérifier ses blessures. Cependant, sorti de nulle part, un jeune petit loup le frappe dans le dos. Seiyonho apprend que le loup mort est en fait la mère de ce petit loup, qui se tient entre lui et sa mère, afin de pouvoir protéger sa mère. Il est confus parce qu'il ne peut pas utiliser force pour séparer ce petit loup de sa mère. Il attrape une pelle alors que notre héros décide d'enterrer rapidement le loup mort. Alors qu'il commence à creuser un trou, il pense que si ce loup était un monstre, alors il se transformerait en plante grimpante en os. Et sinon, cela attirera davantage de monstres. Après un certain temps, le trou est complètement creusé, tandis que le jeune loup dort à côté de sa mère, rappelant à notre garçon son jeune moi et Mingxi, le chien qu'il a élevé dans son enfance. Ensuite, il attrape le petit loup, expliquant que sa mère va dormir ici. Il ajoute qu'il peut rendre visite à sa mère quand il le souhaite, alors qu'il envisage de faire un trou pour chien dans la porte de la cachette. Ensuite, Sungo donne un morceau de viande au loup, promettant de s'assurer qu'il ne mourra jamais de faim jusqu'à ce qu'il grandisse. Il demande son aide en retour grâce à son incroyable odorat. Quand il demande s'il est d'accord, le petit loup répond joyeusement en émettant un son doux. Ensuite, notre protagoniste lui donne un nom, Dingo, alors qu'il passe sa tête
La fenêtre système apparaît, informant qu'il a réussi à communiquer avec le loup gris. Et ce loup gris, Dingo, sera considéré comme sa propriété. Avec cela, il reste 19 jours avant l'arrivée de l'apocalypse. Xiongmo est occupé à entraîner Dingo. Il lui demande de répéter les actions qu'il vient d'enseigner. Lorsque notre garçon réclame une patte, Dingo la pose sur la main de son propriétaire. Ensuite, le loup court comme indiqué, est assis, se couche, et reste silencieux, suivant chaque ordre donné par notre héros. Enfin, il jette un gros morceau d'os en l'air, et Dingo réussit à l'attraper d'un bond. Notre protagoniste se sent satisfait lorsqu'il constate la rapidité avec laquelle il apprend, probablement parce qu'il vient d'un autre monde. Il réfléchit à ses excellentes capacités de suivi des odeurs et, dans son esprit, considère Dingo comme un porte-bonheur et une bénédiction. Il prend soin de son adorable compagnon avec un baiser et commence à dire quelque chose. Mais son téléphone sonne. Il voit un message de Yeong, qui suggère de rechercher la lévitation sur le web. Plus tard, notre héros trouve un article sur une personne appelée le premier surhumain. Quelqu'un qui prétend que les zombies et les monstres apparaîtra bientôt et provoquera un désastre. Cet article a atteint le rang 1. Dans les commentaires, les gens sont sceptiques. Croire que la chaîne de diffusion faisait cela uniquement pour les audiences. Ils notent que nombreux sont ceux qui ne connaissent rien aux époques. Mais les Awakeners sont clairement alarmés dans la section commentaires. Ils trouvent amusant de voir certains s'énerver lorsque peu d'informations sont partagées et d'autres se mettre en colère lorsque ce qu'ils savent se répand. Ensuite, notre protagoniste se demande comment le gouvernement va réagir. Il sait que des gens organisent des rassemblements sur le choc et les superpuissances, mais s'en sort, décidant de ne pas s'impliquer dans de telles questions. Bien qu'il laisse entendre que le gouvernement finira par agir dès le deuxième présage. L'événement Hobgoblin se produit, Shanghai décide de ne pas perdre un instant. Il dit à Dingo qu'à partir d'aujourd'hui, ils vont commencer l'exploration. Au fond, notre garçon sait qu'une préparation minutieuse est la seule solution. Et Dingo semble impatient. Plus tard, ils entrent dans le monde du portail. C'est Yungo réfléchit aux raisons pour lesquelles il a choisi l'exploration interdimensionnelle avec Dingo. Il laisse Dingo renifler une petite pochette et lui ordonne de la retrouver. La première raison de ce type d'exploration est de préparer le prochain événement Hobgoblin, car il a besoin de Dingo pour imprimer correctement l'odeur des gobelins. Pendant ce temps, Dingo aboie, ayant trouvé la chair et les buissons. Notre héros est fier de l'avoir retrouvé grâce à une simple odeur persistante. La deuxième raison est de tester si Dingo peut rester calme en combat réel et suivre les commandes. Alors, il fait signe, et le loup se précipite immédiatement. Avec une grande précision, Dingo chasse un lapin sur le graphique. Et notre protagoniste en fait l'éloge. La troisième raison de l'exploration est de confirmer si la chasse est possible dans l'autre monde. Seyong s'approche de Dingo pour inspecter sa proie, observant le lapin mort et notant ses fortes griffes et sa grande taille. Ensuite notre garçon et son petit loup continuent leur exploration. En allant de l'avant, il se demande à quoi ressemblerait la cognition de Dingo en tant que statistique. Il décide de se diriger vers la vallée pour le vérifier lui-même. Ensuite, une fenêtre système apparaît, l'informant que la santé de Dingo a augmenté de 1. Se souvenant de sa propre santé, Kimbafa ayant 170 ans, notre héros est impressionné par la rapidité avec laquelle Dingo grandit. Soudain, Dingo se met à tousser. Et notre protagoniste se précipite pour offrir de l'eau. Il rappelle à son partenaire de ne pas aller seul dans les bois. Boisson Dingo. Tandis que notre garçon aperçoit un gros poivron vert à proximité et se demande s'il a mangé ça. Le système révèle qu'il s'appelle du poivron. Sayumo est heureux de le trouver dans les bois et fait l'éloge de Dingo. Promettant de nombreuses friandises plus tard, ils creusent pour récolter le poivron. Ensuite, ils partent pour leur dernière chasse. Tous deux sont assis sur des rochers au bord d'un ruisseau. Cette fois, Dingo ne détecte aucun sens ou présence inhabituelle. Au fond, notre garçon réfléchit que les truites rouges ne sont pas des monstres et ne donnent ni point ni objet. Cependant, il estime qu'il est essentiel que le jeune Dingo acquiert de l'expérience, qui est précieuse. Après avoir chassé la truite rouge, notre protagoniste décide de terminer les préparatifs de la phase 2, puis de rentrer chez lui. Le lendemain, tout son restaurant est démoli. Le directeur de l'entreprise de démolition dit à notre héros de le contacter dans les 3 jours en cas de problème de réparation. Il remercie sincèrement le gérant d'avoir travaillé si tôt le matin. Prenant une profonde inspiration, il se sent un peu triste de voir le lieu détruit, mais sait que c'était nécessaire. En entrant, Siyumo suppose qu'après l'apocalypse, ceux qui ne se transforment pas en zombies spieront probablement les magasins. Il admet qu'il ferait de même et n'a donc pas le droit de se plaindre. Alors qu'il commence à nettoyer, Uyung apparaît derrière lui, observant la pièce vide. Hyung mentionne qu'il n'a également laissé que le strict minimum d'équipement. Quand notre garçon se demande à voix haute pourquoi Jeune est là, Jun claque des doigts sur le front de Juno, furieux que notre héros soit parti la veille sans un mot. Maintenant, Jun dit qu'il est venu juste pour vérifier si Juno est encore en vie. Pendant ce temps, Dingo regarde Jun avec des yeux froids. Jun se demande à voix haute si Siyuno a toujours eu un chien, mais il explique qu'il n'y en a plus depuis longtemps. Il ajoute que c'est son nouvel animal de compagnie. Il appelle seulement le loup adorable. Ensuite, Siyuno demande à nouveau pourquoi il est ici, et Yeong répète qu'il est seulement venu pour le voir.
Notre héros ne le croit pas, alors Jun partage une autre raison de sa visite. Il admet qu'il était inquiet, mais il révèle également qu'il a trouvé les personnes derrière l'attaque de Mi-kyung, et qu'il ne reste que 17 jours avant l'arrivée de l'apocalypse. En s'asseyant avec Jun, Junho apprend que la fête organisée par Kim Chae-Jun, l'homme connu pour porter toujours un chapeau, me vise en fait, Jun. Jun mentionne également que la dépanneuse, que notre garçon n'aime pas, est également impliquée dans leur fête. Il montre les montagnes devant eux et demande si la zone proche de la base de la montagne est l'endroit où le réaménagement s'est arrêté, ajoutant que leur cachette se trouve là. Cependant, notre protagoniste est curieux de savoir comment Yeong a pu découvrir tout cela, et Yeong explique que les indices se sont tout simplement alignés. Il déclare que Han Jin-sang, celui qui peut l'éviter, était récemment apparu dans une émission de variété. Yeong lui avait demandé directement. Han Jin a révélé qu'il avait déjà rencontré le groupe de Chae Il-jun, mais que leurs membres étaient tous désagréables. Han Jin a donc refusé de rester avec eux à cause de personnalités conflictuelles. Après ce qui est arrivé à Mi-kyung, toutes les femmes membres ont commencé à quitter le parti. Interrogées sur leur départ, ces femmes ont seulement déclaré qu'elles avaient reçu des offres d'autres partis à Wakene. Yeong demande l'avis de Seyoung-ho et notre héros répond que, contrairement à Mi-kyung, les autres membres féminins ont dû être amenés à se joindre au groupe. Jun révèle alors soudainement que leur parti ne compte plus que 4 membres, dont lui-même. Cette révélation stupéfie notre garçon, qui se souvient qu'il y avait 20 membres quelques jours auparavant. Yeong ne donne pas de détails, mais il sait que leur parti n'a plus que 2 éveilleurs. Xiangho a du mal à comprendre cela, rappelant qu'ils avaient rendu service aux membres qui ont quand même décidé de partir. Pourtant, Yeong reste calme, disant à nos protagonistes que c'est simplement ainsi que les choses se passent. Ces gens ne faisaient que prendre soin d'eux-mêmes. Plus que cela, Young dit qu'il s'inquiète pour le petit Jien, se demandant s'il doit ou non contacter son ex-femme. Notre garçon garde un visage impassible, sachant que leurs situations ne sont pas les mêmes. Et il veut savoir si sa propre pensée est correcte. Il veut demander à Jun quelque chose qui le préoccupe. Notre protagoniste se demande si l'apocalypse arrive vraiment et que les gens commencent à menacer Yeong. Que ferait-il? Avant qu'il puisse finir, Yeong l'interrompt, insistant sur le fait qu'il n'hésiterait pas à les tuer. Yeong dit qu'il a pour principe de ne pas blesser autrui, mais en cas de catastrophe sans loi, il n'y aurait pas d'autre choix. Il croit que dans de telles périodes, le mal n'a pas de place pour survivre. Alors, il ne demandera pas curieusement pourquoi ces Young-ho soulèveraient une telle question, notant que cela ne lui ressemble pas. Notre garçon ne fournit pas de vraies réponses. Et écrit, puis quelqu'un crie à l'aide. Le son provient du téléphone portable de notre héros. Hum se demande si c'est le son d'un enfant perdu. Essayons vérifier la carte et demande à Jung de s'occuper de Dingo pendant un moment. Ailleurs, Mi-kyung est entouré de méchants et semble avoir envoyé un signal de détresse. Mockingley, la dépanneuse à Hawk, demande à Mi-kyung pourquoi elle provoque une telle scène, exigeant qu'elle descende. En réponse, Mi-kyung se tient au bord d'un toit, criant qu'elle a déjà refusé, mais qu'ils ont continué à la poursuivre. Elle demande à savoir pourquoi ils font cela. Sur un incite à reconsidérer sa décision. Mais Kim Chiel et Majan s'avancent, insistant pour gérer les choses à leur manière et soulignant que, puisqu'ils se trouvent dans une zone de réaménagement, personne ne viendra à la rescousse de Maître Kyung. Kim Chiel lui dit de ne pas gaspiller son énergie et lui rappelle qu'ils ont tous des traits de caractère. Puis démarre un compte à rebours. Pendant ce temps, notre garçon prépare ses armes, cachées dans une ruelle. Au compte de 2, il lance Kim Cheol. Et sur 3, Kim Cheol est frappé. Tous les membres du groupe sont confus, essayant de comprendre qui les attaque. Soudain, notre protagoniste apparaît avec un casque et s'avance pour intervenir, se demandant s'il devait ou non révéler son identité. En utilisant l'Indian War Club, Seyon frappe fort. Il va immédiatement vers un autre membre. Cette personne émet de l'énergie noire. Faire soupçonner notre héros qu'il a un trait de blocage de la vision. Et le jeune parvient quand même à le frapper. Maintenant, notre héros respire fort. Il se retourne et voit Kim Chil venir vers lui avec une batte. Il heurte et endommage son casque. Sino est choqué par la force destructrice derrière l'attaque. Au même moment, Kim Chil réalise qui il est. Mais notre garçon est plongé dans ses pensées, reconnaissant que le trait offensif de Kim Chio est extrêmement puissant, même au début. Kim Chio jure de paralyser notre protagoniste. Les membres de son groupe se lèvent pour le soutenir. Déterminés à libérer toute leur force même s'ils ne sont pas éveillés. Chargé à l'électricité de notre héros, se moquant de lui à mesure qu'il s'approche, Xiongho ne sait pas quoi faire alors que son adversaire montre toutes ses compétences. Il se demande s'il doit utiliser la porte dimensionnelle. Juste au moment où l'entrée est sur le point de frapper, Dingo apparaît et mord le bras. Jun sort d'une ruelle et demande si cela est vraiment approprié en plein jour, et suggère au groupe de partir s'ils ne veulent pas d'ennui, déclarant qu'il en appelle un ou 12. Tous les membres du groupe décident de battre en retraite pour le moment. Ils commandent qu'ils ont l'air faibles mais agissent toujours avec arrogance.
Ensuite, Mi-kyung descend dans un, attrape immédiatement la tête de notre héros et vérifie s'il va bien. Il constate que son casque est fissuré et Eung propose un ferroutage à notre garçon. Les voyant tous les deux inquiets, les pensées de Young-go se tournèrent vers ses anciens camarades du match. Quand Mi-kyung suggère une visite à l'hôpital, notre protagoniste se détourne et insiste sur le fait qu'il va bien. Il demande ensuite à Jun s'ils peuvent m'amener Jun à leur fête. Jun dit que ce n'est pas un problème tant que moi, Jun n'a pas d'objection, et elle accepte volontiers. Et le héros s'en va en disant qu'il a des choses à faire. Tandis que Jun et Mi-kyung se demandent pourquoi il agit si étrangement. De retour chez lui, notre héros se concentre sur le contrôle de ses émotions et sur la planification de la deuxième étape de ses préparatifs. Son départ brutal était inévitable. Et voir Yeong et Mi-kyung ensemble lui donnait l'impression qu'il pouvait leur confier le secret de ses capacités. Et la décision était déjà prise. Pour tirer le meilleur parti du portail dimensionnel, notre garçon doit monter de niveau rapidement et se concentrer sur l'acquisition de compétences et l'agriculture. La phrase les écraser avec le pouvoir des objets résonne plus fortement après avoir combattu le gang des montagnes. Il se rend compte que s'il se prépare à l'apocalypse comme prévu, il y aura un écart de 3 niveaux ou plus, ce qui rend les monstres qui réapparaissent près de lui plus forts et rend plus difficile la collaboration avec ses deux compagnons. Il continue à travailler jusqu'à ce qu'il finit d'installer un poêle à bois dans sa cachette, sachant que cela l'aidera à bien dormir la nuit. Dingo apprécie aussi le poêle et dort profondément à côté. Il ne reste plus à notre protagoniste que quelques éléments à installer à son arrivée, et la configuration initiale de sa cachette sera presque terminée. Déterminé, il décide de passer une nuit blanche. Avec cela, il reste 16 jours avant l'arrivée de l'apocalypse. Un présentateur de nouvelles informe les téléspectateurs sur l'astéroïde observé plus tôt. Selon le rapport, la HSA a annoncé que Yoon Jambi était entré au milieu du système solaire. HSA surveille de près sa trajectoire, mais la météorite a été divisée par la gravité de Jupiter. En réponse, le chef du département d'observation des écritures des médias, Thomas Chandler, informe le public que les deux fragments, Yoon Jambi Alpha et Beta n'ont aucune chance de s'approcher de la Terre. Cependant, Siango se souvient qu'à J5, 5 jours seulement avant l'apocalypse, Yoon Jambi Beta fut le premier à tomber. Il a atterri près d'un navire russe dans l'océan, et le tsunami qui en a résulté a balayé le navire à terre dans le port de Ganchon. C'est ainsi que les zombies sont apparus pour la première fois en Corée. Le présentateur de nouvelles continue en faisant un reportage sur l'incident de la fusillade d'Uido. Le président Jang Won-taek n'a pas quitté sa résidence depuis une semaine. Inciter les dirigeants des partis d'opposition à publier une déclaration commune déclarant leur accord pour la tenue d'une audience. Certaines personnes disent maintenant que cela est lié aux rumeurs sur les réveilleurs et au désastre imminent. En écoutant cela, notre garçon s'avoue que c'est vraiment la fin du monde. Il estime que c'est une bonne chose que les médias s'intéressent enfin à ces questions, et conclut qu'il sera désormais plus difficile pour les éveilleurs de commettre des crimes. Il décide ensuite de vérifier la réaction de la communauté sur son ordinateur portable. Alors que notre protagoniste parcourt la section des commentaires, il constate que les gens partagent des opinions bien arrêtées sur la situation. Par hasard, il repère un commentaire de Mon Rêve et se demande si cette personne a toujours été active. Mon Rêve était un joueur connu pour être amical avec les débutants, et le groupe de Seong-ho avait joué avec lui à plusieurs reprises. L'ambition de Mon Rêve était de construire un bunker et si notre héros n'avait pas de portail, il aurait pu être tenté de le rejoindre. Il décide de ne conclure aucun contrat à moins que ses amis vétérans ne rejoignent Mon Rêve. Mais il met en favori le commentaire de Mes Rêves pour référence ultérieure. Après avoir fermé son ordinateur portable, notre protagoniste a hâte de construire son deuxième abri. Le lendemain, Seung-go se tient devant sa cachette et se rend compte qu'il est possible de passer 2 nuits blanches d'affilée. Il se sent épuisé, mais voir son extérieur achevé lui donne de l'énergie. Il est temps de découvrir comment utiliser l'électricité produite par les panneaux solaires. Pour faire simple, il y a plusieurs étapes de câblage pour rendre l'électricité compatible avec ses appareils électroniques. Heureusement, quand notre garçon met son téléphone en charge, ça marche. Il lève les bras vers la lumière, annonçant qu'il a désormais construit les bases de sa survie dans ce monde. Pour la première fois depuis longtemps, il ressent une poussée de dopamine. Hier, il a également collecté des pierres lumineuses et d'allumage. Et après avoir creusé davantage, il a découvert un minéral plus dur et plus tranchant que l'obsidienne, appelé émeraude. Même si c'est actuellement inutile, il considère toujours que c'est mieux que rien. Il décide d'installer des lumières LED plus tard, mais avant de dormir, il doit organiser les réserves de nourriture au sous-sol. Soudain, un bruit fort provenant de Dingo attire son attention. Se précipitant dehors, vous êtes la trouvaille. Affrontant les principaux loups, un type de monstre qu'il reconnaît de Sora. Il se demande pourquoi ces créatures, qui vivent habituellement dans les zones de haute altitude, sont ici. Observant la colère de Dingo, notre héros soupçonne qu'il s'agit peut-être des loups qui ont tué la mère de Dingo. Il essaie de calmer Dingo, mais au fond, il sait qu'il ne peut pas vaincre tous les loups pour le moment. S'il cherche une meilleure arme, il risque d'exposer son dos et d'être attaqué, ce qui pourrait lui être fatal. Par conséquent, notre protagoniste décide de se concentrer sur le départ du loup alpha, sachant que le reste suivra probablement. Il observe le comportement extrêmement prudent des loups. Il remarque qu'ils ne bougent que lorsque l'alpha agit en premier. Il se demande ensuite s'ils peuvent coordonner une attaque.
Il note également que ces loups sont extrêmement sensibles aux odeurs. Heureusement, Xiongho a du gaz poivré avec lui. S'il peut le vaporiser sur l'alpha, il pourra l'éloigner de l'abri. La sueur coule sur son visage tandis qu'il réfléchit au risque d'être attaqué avant de pouvoir agir. Il se demande s'il existe un moyen de le distraire et de le frapper avec le spray. Soudain, une idée me vient à l'esprit. Et il pense que c'est logiquement possible. Déterminé à défendre la cachette qu'il a construite de ses propres mains, notre garçon se prépare. Il lance instantanément un couteau sur l'alpha. Mais il esquive. L'alpha se jette alors sur notre héros. Mais quand il se rapproche, Zheng ouvre le portail. Et saisir l'occasion, pulvérise l'animal. L'alpha perd son sang-froid. Puis notre protagoniste lui enfonce son couteau dans l'œil. Sur ce, le Wolfpack bat en retraite. Notre héros s'assoit, ayant échappé de peu à la mort. Dingo vient s'occuper de lui. La tête entière du jeune Pat Stingo en signe d'appréciation. Il promet à Dingo qu'il vengera sa mère dans le futur. Avec cela, il ne reste que 15 jours avant l'arrivée de l'apocalypse. Après avoir organisé le sous-sol, Xiongho s'est rendu à la quincaillerie et à la pharmacie dans le but de terminer le minimum de fournitures de défense. Ro a passé 68 heures sans dormir maintenant, et affronter les loups au sommet le fatiguait encore plus. Pourtant, Xiangho pense qu'il a peut-être eu de la chance lors de cette rencontre précédente. Si ces loups étaient des loups à la place, ce mec aurait été directement agressé. Il pense même qu'il a peut-être fait preuve de négligence, ne se souciant que des monstres les plus proches de lui, sans tenir compte des différentes variables qui pourraient survenir de manière aléatoire. Acculé, Xiongho a l'idée d'agrandir le terrain et de construire un véritable abri. Ses relevés avec le drone le dirigent dans la même direction. Yongjin accueille notre garçon de loin tandis que Xiongho est toujours perdu dans ses pensées, croyant qu'il pourrait obtenir plus d'espace pour cultiver et stocker des fournitures avec son nouveau plan. Une fois qu'il aura fini d'établir une deuxième ligne de défense, il visera les balises Bluetooth pour une portée de signal accrue. Son ami n'arrête pas de l'appeler et rappelle ses Yungo, en lui demandant ce qu'il fait ici. Pour faire simple, Xiongho répond qu'il est ici pour acheter un tas de choses. Jim Bro pense qu'il est venu acheter des armes. Ce qui est une hypothèse étrange car ils se tiennent devant une quincaillerie. Junjin révèle que ce n'est pas lui qui est intéressé, mais plutôt, ce magnifique méchant est intéressé. Elle fait partie des membres de leur équipe. Après avoir acheté ses affaires, Xiongho apprend que son copain ici est tombé sur cette fille et qu'il essaie de l'empêcher d'acheter des armes au magasin. Mais cette fille est plutôt têtue quant à sa décision. Songgo pense qu'il vaut mieux lui remettre le bref résumé qu'il a rédigé, mais même après l'avoir montré, cette fille ne l'achète toujours pas du tout. Elle regarde notre garçon avec un regard glacial, ce qui l'effraie au point qu'il l'interpelle. Soudain, la jeune fille parle, en se rappelant que ce mec est en réalité le propriétaire du restaurant Tteokbokki, ce à quoi notre garçon confirme qu'il l'est. Elle est vraiment abasourdie par son apparence et son changement de personnalité. Xiongho suppose qu'elle pense qu'il est impoli et s'excuse. Mais elle cherche son portefeuille et lui tend une carte à la place. Cette jeune femme s'appelle Jio Suyung, et croyez-le ou non, elle est en fait médecin. Parler d'être intelligent et sexy. Juste après avoir découvert qu'elle était médecin, Suyung lui a appris les bases du jeu, de la même manière qu'il l'a fait avec Yeongjun et Mikyung. Le médecin conclut qu'elle s'en fiche. Elle pense que le jeu n'a pas vraiment de réponse scientifique. Sayongo confirme que ce n'est qu'un jeu en état de mort cérébrale, mais vous n'avez pas encore fini. Une chose, c'est de la bombarder. Elle souligne instantanément qu'il est lui-même un éveilleur. Notre garçon est un peu déçu par son hypothèse, mais Suyan est sacrément intelligente. Elle peut dire que ses explications du jeu sont si vivantes qu'il n'y a aucune chance que ce mec n'ait pas joué au jeu. Suyon ne poursuit pas sa réflexion plus loin et remercie notre garçon pour son résumé. Pendant ce temps, Junjun est ici, jaloux de ne pas avoir expliqué les choses correctement. Le médecin lui dit de manière hilarante qu'il n'est même pas comparable au niveau de profondeur que Xianho a à propos du jeu. Reconnaissant pour son aide, Suyon se lie d'amitié avec Siyungo parce qu'il est une bonne personne. Un autre joli méchant ajouté à la liste du harem. Dès le lendemain, notre garçon est de retour dans sa chambre, nettoyant sa lame de lance. Cette nouvelle arme a l'air plutôt bien et il est curieux de la tester au combat. La configuration initiale de Seyongo est désormais terminée. Alors il appelle notre chien préféré, Dingo. Explique qu'ils vont aller venger sa mère. Ce n'est pas vraiment une vengeance, mais ça va quand même être un énorme problème si un intrus découvre la cachette de Jomo. C'est pourquoi ils doivent agir rapidement et s'occuper rapidement de ces personnes dangereuses. Dans la scène suivante, John Wick et son chien sont prêts à tuer des salopes. Dans cette mission, Dingo a un rôle important à jouer. Actuellement, ils observent une meute de loups. Mais bizarrement, il n'y en a que 4 en vue. La partie vraiment intéressante est l'absence de loup alpha parmi eux. En y regardant de plus près, Xiongho réalise ce qui se passe réellement. Un ours-hibou déchire férocement la chair des loups, après en avoir massacré quelques-uns ensemble. Xiongho pense que ce type est plutôt pratique pour en nettoyer un certain nombre. Le problème avec la meute de Manwolf, c'est qu'au moment où elle perd son alpha, la meute s'effondre sans chef. Leurs sens sont dispersés et ils deviennent très confus, entraînant un manque de coordination. C'est le moment idéal pour que notre garçon les élimine un à un. En parlant de cela, un loup se précipite vers lui. Mais Seyungo déploie avec désinvolture sa toile piège et l'attrape facilement. Le même loup féroce est réduit à l'état de chiot, pleurant et craignant d'être dévoré. Et ses astuces bon marché ne fonctionneront pas sur notre garçon, qui le tue instantanément avec sa lance. Maintenant, je me sens un peu mal pour le loup, mais nous devons sécuriser la mission. Avec un loup abattu, 3 points sont gagnés.
Et les 3 loups restants sont attirés par Seiyong-ho. Présence alors qu'ils s'enfuient. Tous les 3 deviennent hyper agressifs et se mettent à leur poursuite. 2 se dispersent sur le côté tandis qu'un se jette du haut pour assurer la mise à mort. Mais ne vous inquiétez pas, un insectifuge à votre secours. Sayango en abat un mais il est toujours attaqué par 2 autres dans chaque direction. D'abord, il pointe sa droite, plongeant la lance profondément dans le ventre du loup. L'autre essaie de profiter de cette opportunité pour quelques tirs en retrait. Sauf que Dingo vient à la rescousse de nos garçons avec un tacle puissant. Avec un autre loup tué, il obtient 3 points supplémentaires. Seiyong-ho déclare d'un ton menaçant qu'il lui suffit de poignarder chacun d'eux jusqu'à ce qu'ils soient morts. Bro n'est pas en danger, c'est lui le foutu danger. Avec une bande de loups vaincus, notre garçon atteint le niveau 5. Il obtient des effets supplémentaires à son trait spécial. Curieux, il inspecte les propriétés de sa porte. La nouveauté est que son portail est désormais invisible pour tout le monde. Ensuite, il y a un effet de projection lui permettant d'entendre les sons de n'importe quel endroit projeté. Pour le tester, Seiyong-ho lance immédiatement la porte. Cette fois, il peut voir à travers sa maison sans avoir à se déplacer de l'autre côté. La transparence fonctionne aussi, donc personne ne pourra plus détecter sa capacité. De plus, Seiyong-ho craignait d'avoir accidentellement traversé un donjon sans connaître le niveau de menace à travers sa porte. Mais grâce à cet effet de projection, le risque est éliminé. Le fait que cet effet soit apparu au niveau 5 implique également que d'autres effets l'attendent à mesure qu'il atteint des niveaux plus élevés. Il n'a même jamais supposé que ces niveaux sans importance pourraient lui apporter des récompenses, mais il a quand même beaucoup de choses à faire. A commencer par enterrer les cadavres de ses victimes, le Wolfpack. 2 jours après la soumission des loups, le garçon a été marqué et a fait un tas de choses. Tout d'abord, il s'est rendu dans l'autre monde et a mené une autre enquête avec son drone. En définissant le rayon d'environ 1 km, il a pu trouver un groupe d'animaux différents mais inoffensifs. Même maintenant, aucun gobelin, ni même aucun kobold, n'a été aperçu. Aucun monstre du tout. Ensuite, Singh vise à obtenir des informations sur le nid de gobelins situé à 30 km. Ce type de nid est censé être suffisamment grand pour contenir également un groupe de hobgoblins, ce qui signifie que les vaincre sera très difficile. Maintenant qu'il avait réellement confiance en leur sécurité, Seiyong-ho sentait que c'était le bon moment pour commencer à s'étendre. Bro est devenu homme à la tronçonneuse aux côtés de sa version de Pochata et a abattu les arbres, déblayant la zone, aplatissant le sol, et transformé la même cachette en une véritable base d'abri. Dingo était le MVP. Il a contribué à créer un grand cercle faisant office de frontière. Seiyong-ho a joué la carte de la sécurité et a même installé 2 couches entières de barbelés le long d'un fossé. Il ne lui restait plus qu'à creuser 2 mètres plus profondément pour obtenir un effet combiné avec le fil. Pendant qu'il faisait tout cela, il regardait également la télévision grâce à son portail projeté. Le gouvernement a récemment annoncé son intention de mener une enquête approfondie sur les éveilleurs. Dans le monde réel, Seiyong-ho achetait activement du matériel dans les quincailleries. Il a visité plusieurs magasins de rénovation domiciliaire pour obtenir des ensembles d'outils. Puis, en rentrant chez lui, il a même espionné la cachette des enfants. Comme si cela ne suffisait pas, Seiyong-ho a même pris le risque de louer une moto et une mini-pelle qu'il pourrait éventuellement utiliser avec une formation supplémentaire. Le petit crapaud bleu continuait à être pour lui un excellent support. Seiyong-ho injectait régulièrement une petite quantité de poison pour renforcer la résistance, mais il finit par en rassembler suffisamment pour fusionner avec une arme de son choix. Dans sa chambre, il se retrouve complètement choqué. Survivor 1, un mec avec littéralement 4500 heures passées sur le jeu, a rejoint la mission. Cela a amené Seiyong-ho à s'interroger sur la fusillade de Yuido, parallèlement au contrôle douteux du gouvernement sur les médias. Étant donné que le comportement du président est enfermé en un seul endroit, ces 3 événements peuvent ressembler à des coïncidences en surface. Mais notre garçon sait que c'est bien plus profond que ça. Sa théorie initiale a toujours été la même. Celui qui survit collabore avec le président et sa sécurité. Mais c'est uniquement parce qu'il pensait que ce type serait au courant de l'histoire qui se déroulait. Survivor 1 est censé être un collectionneur d'objets, donc ce type aurait certainement demandé un énorme refuge au président en échange de ces informations. Il a également choisi avec soin son objectif de collaboration, en choisissant le président pour qu'il obtienne le plus grand pouvoir d'influence et l'autorité la plus élevée. La situation est compliquée. Seiyong-ho se demande si tout cela n'est qu'un énorme bluff, mais là encore, mon rêve ne correspond pas. Sa réflexion commence à lui donner mal à la tête, mais Seiyong-ho a trouvé une réponse. Si Survivor 1 et My Dream collaborent, alors notre garçon a également l'intention de changer sa stratégie personnelle. Dans la scène suivante, nous regardons Monsieur Four Eyes créer une nouvelle partition et un nouveau vride. Il se demande s'il va recevoir une réponse, car cela pourrait conduire à un report de ses projets. En fait, mon rêve répond très vite, car certains de ces joueurs sont allergiques au travail ou à la vie sociale, je suppose. Même mon frère pense que ce type est au chômage. Mais il veut vraiment vérifier si ce type est légitime ou non via le chat VR. La conversation démarre avec mon rêve rejoignant la salle blanche. Les fans de Classroom of the Elite recevront cette référence. Les 2 joueurs s'affrontent. Mon rêve est particulièrement ennuyé
par le pseudonyme inconnu de ce mec. Même s'il a accepté de venir ici, ce type est là avec une stupide tête de canard. Le canard offensé s'excuse et s'en fiche. Mon rêve le considère comme le signe qu'il a affaire à un vétéran qui veut cacher son identité, mais Ducphas le garde dans le noir. Mon rêve le teste avec 3 questions importantes. Ce n'est qu'alors qu'il reconnaîtra ce stupide canard. La première question concerne la hauteur maximale de saut d'un loup-garou, à laquelle notre garçon riposte immédiatement avec 3 mètres. Il connaît même la faiblesse d'un ours-hibou qui est aussi basique que de la merde. La lumière est la réponse. Enfin, les étapes d'évolution des zombies aux côtés de leur forme. Ducphas répond qu'au lieu d'avoir des capacités d'infection, ces zombies consomment de véritables nutriments pour leur fonctionnement. L'accumulation de nutriments leur permet d'évoluer en ghoul. Il est intéressant de noter que certains deviennent même des zombies améliorés avant cette étape. Mon rêve pose alors une 4e question, même s'il prétend qu'il n'en poserait que 3. Notre garçon refuse de lui dire le nombre exact d'événements précurseurs de l'histoire. Sur ce, le joueur rit, admettant que Ducphas est vraiment un vétéran. Notre garçon est plutôt ennuyé et demande à ce type d'appeler Survivor 1 et de le faire participer à l'appel. Cependant, cela ne peut pas se produire pour le moment. Mon rêve ne donne même pas de raison, ce à quoi notre protagoniste au visage de canard qualifie carrément de connerie. Changeant de sujet, ce type incline son fedora et laisse entendre que quelque chose est sur le point de se produire très bientôt. Notre garçon commence à penser que ce type pourrait être fou à ce stade. C'est presque comme s'il disait des lignes de remplissage pour attendre quelque chose. Soudain, un frisson lui parcourt le dos, au moment où il réalise ce qui se passe. Mon rêve quitte le chat, tandis que notre garçon se rend compte que ce mec le doxait tout le temps. À ce moment-là, un homme entre dans le café avec 2 gardes de sécurité, leur ordonnant de verrouiller les portes. La réceptionniste souligne qu'ils sont censés effectuer un paiement au comptoir pour le temps qui leur est imparti. Mais ce type lui attrape le bras, soulignant qu'ils sont là pour trouver quelqu'un au lieu de jouer à des jeux. La seule chose qui dérange Yongo, c'est que mon rêve est censé jouer au chill et à l'infiltration. Mais bizarrement, il passe à l'offensive. À propos, la capacité de ce type est similaire à celle de la louche de code GIS, étant capable de contrôler l'esprit du réceptionniste. Quoi qu'il en soit, notre garçon est dans le pétrin. Il doit s'enfuir. Parce que s'il est attrapé, il lui arrivera la même chose. Alors il se dirige vers les toilettes et ouvre la capacité de porte dimensionnelle. Pendant ce temps, le gars qui le cherche envoie du spam à tout le monde avec ses capacités mentales pour connaître l'identité de ces Yongo. Jusqu'à présent, ils ont vérifié toutes les zones sauf une, le conduisant aux toilettes. Le gars est absolument convaincu que nos garçons se cachent ici. En ouvrant chaque stand, il se demande si ce mec est un assassin de type furtif. Tu sais, ça va être vraiment drôle si ce mec ouvre la porte et trouve un gars au hasard en train de chier. Quoi qu'il en soit, mon rêve est plutôt confiant face à des monstres de type furtif. Il projette un seau d'eau pour scanner l'environnement, détectant les bords inégaux. Il agite également ses mains, dans l'espoir de retrouver Si-Young-oh. Le problème avec notre garçon, c'est qu'il a effectivement invoqué son portail, mais heureusement, il l'a posé à plat contre le mur. En fait, ce type se trouve actuellement face à face avec le même portail. Il ne peut tout simplement pas le voir. Après son inspection, mon rêve avoue que son hypothèse selon laquelle notre garçon était un utilisateur furtif était fausse. Cela l'amène à une deuxième conclusion, Si-Young-oh doit être un spécialiste du mouvement. Budget Nanami ordonne à son groupe de scanners toute la zone, rappelant à ses hommes qu'il y aura une grosse récompense pour sa capture. Observant la situation depuis son portail, Si-Young-oh avoue que bien qu'il soit riche en réalité et humble dans le jeu, il ne voulait pas en arriver à cet état de choses. En fait, il remercie mon rêve dans sa tête d'avoir tout clarifié. Pendant tout ce temps, son go était en conflit, mais maintenant, il est presque certain de ce qu'il doit faire. Se révélant, il a l'intention de combattre Pétali. Il ne se retiendra plus de répondre à la violence. Compte tenu de la taille de son adversaire, se demandant où se cache Sion-go en secret, il part du principe que ce type est basé sur le mouvement. Mais même dans ce cas, un vétéran avec des tonnes d'heures accumulées ne sera pas si facile à suivre. De manière hilarante, notre garçon surgit par derrière comme un fantôme et nous dit bonjour. Mon rêve le remarque dans le miroir alors que Sion-go se précipite avec un coup de lance. La lance venimeuse lui coupe la jambe. Et en quelques secondes, il est influencé par ses effets. Ce type essayait d'exploiter une ferme pendant tout ce temps et une erreur a entraîné sa perte. Sans confirmer son identité, notre garçon se cogne le visage contre le mur, lui rappelant qu'il n'est pas censé faire demi-tour. Il se moque alors du gars pour la douleur du poison qui coule actuellement dans ses veines. Chaque fois qu'il essaie de parler, Zongu rappelle à son cul de salope de se taire. Ensuite, il saisit sa lame, expliquant que l'apocalypse et le didacticiel n'ont même pas encore commencé. Il en va de même pour le système des meurtriers, en disant cela, Sion-go coupe le pistolet du gars enroulé autour de sa ceinture.
Adoptant un ton sérieux et terrifiant, Xiao déclare brutalement qu'il ne sera même pas pénalisé s'il le tue maintenant. Sa lame plane autour du cou du gars mais il reste silencieux comme un bon garçon. Yongo est impressionné que ce mec sache se taire pour une fois. Son corps s'effondre. Bien qu'il soit conscient, il ne bougera pas pendant un moment à cause du poison. Première question, Xiao demande pourquoi ce mec essayait de vendre Survivor 1 et ciblait des innocents à cause de cela. Au lieu de cela, le même type qui essayait de chasser les autres n'était plus qu'une victime paralysée, un monstre pathétique qui pouvait être élevé sans lever le petit doigt. Mon rêve maudit Xiongou. Il prend son arme et lui rappelle que c'est le prix qu'il paiera pour avoir même envisagé de le capturer. Notre garçon attrape son couteau et menace d'un air glacial de tuer ce type s'il se voit. Après cela, Xiongou a fini par s'échapper du café bien avant l'arrivée de mon groupe de rêve. Il est rentré chez lui en toute sécurité, puis est allé dans l'autre dimension. Ici, il a démonté l'arme et a commencé à inspecter la carte d'identité de ce type. Le nom de ce type est Kang Kyung-jun. Il a la trentaine, dirige un club de golf et contrôle en fait 3 bunkers à travers eux. Enfin, il associe un sugar daddy à plusieurs femmes, ce qui signifie qu'il a toutes les salopes dans le pain. Pour ses capacités, Xiongou suppose qu'il possède quelque chose de vraiment puissant en fonction du nombre d'heures qu'il a passé sur le jeu. La compétence est liée au contrôle mental. Cela est clair. Toutes ces informations utiles peuvent désormais être utilisées par Xionghost. Bien sûr, les compétences ne sont pas censées s'améliorer simplement parce que quelqu'un a passé quelques milliers d'heures dans le jeu. Même Valorant et Counter-Strike, aucun condamné à perpétuité ne passe 10 000 heures pour rester durement coincé. Quoi qu'il en soit, Xiongou comprend que le jeu a toujours valorisé la survie avant tout, donc sa propre compétence de portail est fondamentalement une triche pour les vétérans. Pour l'instant, il souhaite garder cela comme théorie jusqu'à ce qu'il soit en mesure de confirmer les compétences d'un autre vétéran. Ensuite, Xiongou teste l'arme, pensant que l'apocalypse allait bientôt arriver. Il est certain d'une chose avec une conviction absolue. Il se ferait un chemin à travers la forêt en suivant l'exemple de Dingo. Ici, le chien aboie dans une zone intéressante. Les cadavres de policiers aux côtés d'une bande de gobelins traînent. Gardant son sang-froid, notre garçon vérifie l'état des corps. Il s'avère que l'un des officiers est en vie. Bien qu'il ne porte aucune blessure mortelle, il a été frappé par un effet de poison paralysant. Et le plus inquiétant est son arme manquante, même s'il est également possible qu'il n'en ait jamais eu en premier lieu. Dans tous les cas, Xiongou rassemble les deux corps et leur dit de se reposer ici pendant 30 minutes pour que les effets s'atténuent. Puis il tourne la tête pour inspecter les cadavres des gobelins. Dès le premier coup d'œil, il remarque une série d'impacts de balles, ce qui confirme que les policiers étaient bien armés. La grande question est, pourquoi seule l'arme manque-t-elle? Après y avoir réfléchi un moment, Xiongou arrive à une révélation, soupçonnant qu'il s'agit de l'œuvre d'un gobelin d'or. Et cela le passionne, car il veut vraiment le retrouver lui-même. Une fois le nouveau plan défini, notre garçon compose le numéro du service d'urgence via son téléphone. Il avait également laissé une note avec l'emplacement précis et même des instructions pour enterrer les cadavres des gobelins. Xiongou comprend que les monstres existent déjà aux yeux du public, il est donc inutile de jouer au jeu de la sécurité et de la furtivité. En ce moment, il lutte contre le temps. Et il espère que cette petite machine à tuer ici pourra l'aider. Dans une autre zone, une bagarre éclate entre un gobelin et une personne non éveillée. Le gobelin esquive son coup et s'enfuit. Il en reste 3, tandis que le homeboy demande au capitaine si c'est vraiment la bonne façon de procéder. Il ne comprend pas pourquoi il doit jouer le rôle d'un tankiste alors qu'il n'a même aucune capacité au départ. Le capitaine utilise son talent. Avoir un avantage en psychokinésie. Le seul problème avec ce casting de compétences est qu'il faut un certain temps pour les utiliser réellement. Tandis que son copain demande quand le reste des membres du groupe va arriver. Son capitaine apprend que le groupe est monté sur la montagne Gaillasan. Mais apparemment ils ont été arrêtés et n'ont pas pu gravir la montagne. C'est une révélation frappante pour le Joe moyen, qui n'a aucune capacité. Il veut battre en retraite mais son capitaine estime qu'il faut continuer. 3 gobelins sautent sur le gars et sont sur le point de lui botter le cul quand d'autres pierres leur fracassent le visage et les détournent. La bonne nouvelle est que ces gobelins ne sont pas aussi forts qu'ils l'étaient dans le jeu. Le capitaine dit simplement à ce gars de continuer à pousser tout en gardant son sang-froid. Tant qu'ils peuvent affronter un groupe de monstres et capturer le groupe des hobgoblins, ils obtiendront un avantage significatif. Monsieur Psychokinésis est tellement occupé à donner la leçon à son copain qu'il a laissé tomber. Elle la garde et se fait frapper par la masse d'un gobelin. Maintenant que sa main est foutue, ce type ne peut plus contrôler ses capacités. Plus encore, comment un gobelin merdique a réussi à le déjouer avec une contre-stratégie? Ouais, si j'étais lui, j'abandonnerais. Maintenant qu'ils étaient complètement sans défense, les 3 gobelins les encerclèrent et commencèrent à se précipiter dans toutes les directions. Les choses ressemblaient vraiment à la fin du chemin pour ces amateurs. Quand soudain un éclair traversa la tête du gobelin. Un deuxième et un troisième tir suivent et blessent les 2 autres gobelins.
À leur grande confusion, le groupe de deux n'a aucune idée de ce qui se passe. Ils regardent dans la forêt sombre, se demandant d'où vient la flèche. Dans la scène suivante, notre garçon est vu avec son arc de combat. Au début, il se demande s'il a vraiment fait le bon choix en intervenant et en gaspillant ses munitions. En même temps, Sayango est simplement heureux d'avoir pu confirmer des informations importantes concernant les éveilleurs. Tout d'abord, il a appris qu'on empêchait ces gars-là de gravir la montagne. Deuxièmement, il rencontra un groupe de gobelins déjà assez affaiblis. En utilisant ces deux informations, Songo concocte son prochain plan. Il a déjà préparé une méthode pour gérer le groupe gobelin. Sa stratégie est en réalité très simple. L'idée consiste à provoquer le gobelin, ce qui peut être fait en lançant une pierre. Après que la rage ait attaqué le nain aux boules vertes, il attirera le gobelin vers le portail dimensionnel avec des indices simples. Lorsque le gobelin sera suffisamment proche de la porte, Xiango lancera une attaque de l'autre côté. Avec l'avantage évident de pouvoir voir à travers son portail, tout en restant transparent devant les autres. Une fois le premier gobelin gravement blessé, il criera et attirera l'attention de ses alliés. En utilisant la même porte dimensionnelle comme mur, Xian retirera de force sa lance du corps du gobelin, effaçant ainsi toutes les preuves de ses attaques. Il remarquera son subordonné mort, et pointer immédiatement du doigt les autres gobelins pour avoir comploté sa mort. Cela créera le chaos au sein du groupe gobelin, provoquant une disharmonie et éloignant les autres gobelins de leur chef. En utilisant cette opportunité clé, le Trouséon calculateur va se matérialise de l'autre côté et leur coupe la tête proprement, conservant ainsi l'avantage évident de faire le premier pas. La même chose se poursuivra de manière répétée. Son plan se déroule plutôt bien jusqu'à présent, mais le problème est que Xiango doit se méfier de certains comportements des autres gobelins. À sa grande surprise, notre garçon est confronté à une situation intéressante. Le hobgoblin lui fait face tandis que le gobelin d'or s'enfuit avec le butin, ce qui implique qu'ils ont eu des retombées. C'est une mauvaise nouvelle pour notre garçon, qui doit désormais recourir à un pari d'urgence. Son problème immédiat est que le capitaine Mustar le rattrape rapidement. Xiango n'a véritablement pas d'autres options ici. Il fait donc de son mieux pour bloquer le smash puissant. Même après l'avoir bloqué, son corps subit le choc de l'attaque et s'écrase contre un arbre. Shungo est maintenant tremblant et blessé. Les choses vont vraiment mal pour lui. Le hobgoblin ne perd pas de temps pour l'achever. Si notre garçon descend ici, il sait qu'il est très cuit. La masse fonce à toute vitesse dans sa direction dans le but de lui briser la cervelle. La santé de Sungo diminue à ce moment clé, activant son instinct de survie en compétence critique. Lançant un éclat jaune, cet homme répond à l'attaque du hobgoblin à bout portant. Au lieu d'attaquer le monstre, il court après le gobelin d'or, un excellent mouvement. Grâce à l'arme qu'il a obtenue du roi jaune, il le vise sur la tête de la créature et tire un coup dans la tête, tuant immédiatement le gobelin d'or. À ce moment-là, il appelle à la porte dimensionnelle. Xiango a accompli la première phase de sa mission agricole, mais il lui reste encore un problème à résoudre. C'était le monstre hideux qui le poursuivait. Notre garçon sort son arme pour un combat au corps à corps et commence à abattre la créature. Le hobgoblin ne peut pas résister à la puissance de la technique de respiration à l'américaine et se fait moguer. Tuyungo rend au hobgoblin le double de son amour en coupant la créature sur tout son corps et son style. Le hobgoblin crie et meurt. Augmenter le niveau de nos garçons à 6 et lui rapporter 16 points. Sa difficile quête est enfin terminée. Il vérifie la nouvelle compétence qu'il a acquise, appelée Terrain Sense, qui lui permet de détecter et de réagir au terrain environnant. Fait intéressant, tout comme la dernière fois, tous les objets qu'il a utilisés ou détenus ont fini par être améliorés et transformés en objets réels. Xiango ne peut pas perdre de temps car il se rend compte qu'une équipe de recherche arrive par ici. Ayant acquis ce pourquoi il est venu ici, notre garçon manifeste la porte dimensionnelle et entre, sachant qu'il n'a qu'à se reposer dans sa cachette jusqu'à ce que l'équipe de recherche soit terminée. Le lendemain, Xiango est réveillé par le chien préféré de tous. Il consulte sa montre et se rend compte qu'il a dormi toute une journée à cause de ses blessures. Connaissant les risques de l'instinct de survie, Xiango compte ne l'utiliser que dans des situations extrêmes. Avant de partir pour sa prochaine mission, il est curieux de connaître le butin qu'il a récupéré sur le gobelin d'or. Il sort tout le matériel et le pose sur la table. Il y a un tas de revolvers, un poignard et d'autres trucs. Ces gobelins étaient les meilleurs quand il s'agissait de ça. Xiango se débrouille bien avec le revolver, mais le véritable prix à ses yeux est le couteau en mitril qu'il a attrapé. Ce bébé est une arme à invariance permanente, chose rare dans le jeu. C'est l'une des seules armes qui ne sera pas affectée par la catastrophe sanitaire à venir. Et la seule question qui le préoccupe est de savoir comment un gobelin a pu obtenir un objet aussi rare qui coûte la somme énorme de 100 points dans la boutique. En inspectant chaque centimètre carré de la lame, Xiango se rend compte qu'elle est imparfaite et imparfaite. Au cours de sa contemplation, il atteint une illumination. Les gobelins de ce monde portaient des armes en métal. En raison de leur intelligence, ces créatures ne peuvent pas les fabriquer elles-mêmes. Cela soulève la question suivante, une mutation soudaine s'est-elle produite et a-t-elle changé le cours de leur civilisation? Cela signifiait que des gobelins encore plus intelligents expérimentaient comme des gobelins de recherche. Cependant, cette théorie est pour l'instant sans fondement et notre garçon le sait. Il veut le tester plus tard, mais pour l'instant il est plus intéressé à déballer les minuscules cartables. En participant à la loterie, Xiango sort une grappe de raisin d'ombre. Ce fruit unique améliore la vision nocturne d'une personne.
Prendre soin d'eux est également logique car c'est l'une des raisons pour lesquelles ces gobelins peuvent facilement se déplacer la nuit. En ouvrant la fenêtre d'état, notre garçon inspecte son taux de croissance. Il est plutôt content de ce qu'il a, car son taux de croissance actuel est plus rapide que celui du jeu. Une fois les éléments de base terminés, Shang sait qu'il est temps de retourner dans le monde réel. Invoquant sa capacité, il traverse le portail en faisant défiler sur son téléphone. Son téléphone bourdonne comme un fou au moment où il reçoit ses signaux. Yongjin, Mikyung et même Suyom ont tous envoyé des SMS pour vérifier son statut. Avec le genre d'attention que Frère reçoit, il commence à se demander s'il est le gars cool maintenant. Tout d'abord, il veut se rendre au centre de remise en forme. Ainsi, dans la scène suivante, nous trouvons Xiango ouvrant la porte pour rencontrer ses amis. Avant même qu'il ait pu les saluer, ils coururent vers lui, heureux de le voir en un seul morceau. Et oui, le One Piece est réel, ne l'oubliez jamais. Curieux, notre garçon pose des questions sur le reste des visages inconnus. Yeongjin les présente, présentant les nouveaux gars comme membres de son parti. Lee Kyung-moon et Kim Bora le saluent gentiment alors qu'ils échangent des plaisanteries. Si Young-ho attendait au moins un membre supplémentaire du groupe, mais il s'avère que cette personne est en train d'acheter du matériel de camping dans un magasin discount. Notre garçon est étonné d'apprendre qu'un endroit comme celui-là existe. Ce qui a amené McYoung à intervenir et à confirmer qu'il est en fait super moderne et ouvert récemment. Jim Bro demande si nos garçons sont au courant de l'incident aux informations. Ce à quoi Young-ho est d'accord, déclarant qu'il est tout rattrapé par MeTube. Peut-être devrions-nous également créer une chaîne là-bas. Le même médecin qui a démonté le corps du gobelin de Gayuzon Mountain est entré dans un état de panique et a averti tout le monde de se préparer à l'apocalypse à venir. Le président du pays a également tenu une réunion nationale, annonçant qu'ils font de leur mieux pour confirmer l'emplacement du créateur du jeu. Grien se demande quel est le prochain grand objectif de Shanghai. Toute la fête est réunie ici grâce à la riche connaissance du jeu de notre garçon. Kyung-moon est un peu énervé que Yoongjin cherche toujours des conseils alors qu'il lui a déjà dit que les gobelins donnaient évidemment des points. Ainsi, si une personne éveillée tuait un monstre, elle passerait simplement du niveau 1 au niveau 2, l'objectif serait donc de s'approvisionner. Maintenant, mon homme regarde ce mec dire des conneries absolues, sans avoir la moindre idée à quel point il se trompe. S'adressant à lui, Xiango révèle que tout cela est faux. Ce connard moche coupe la parole à notre garçon en lui demandant s'il a joué au jeu, agissant comme un rédacteur têtu qui ne peut même pas écouter une autre opinion. Seiyungo maintient qu'il ne doit pas cacher son identité. Mais cela suffit pour que ce type jappe et porte le coup fatal en disant que faire aveuglément confiance à la communauté n'est pas sage. Bora, l'autre fille, se retourne pour poser une question à ce type. Elle est vraiment curieuse de connaître le processus des spores de zombies et l'interroge pour savoir comment l'infection se propage. Elle exige également toutes les conditions impliquées dans le processus. En réponse, ce mec déclare ridiculement que quiconque aurait déjà pris contact avec une personne éveillée ne deviendrait pas un zombie, ce qui est la réponse la plus étrange qui soit. Claquant la table, Kyung-moon se lève pour maintenir sa position élevée, simplement parce qu'il est devenu lui-même un éveillé. Il pense que son expérience est primordiale, et même si des joueurs occasionnels non éveillés interagissaient avec lui, il serait automatiquement à l'abri des spores. Ce n'est rien, mais Bora est facilement convaincu et s'accroche à lui comme s'il était une sorte d'expert. Vient ensuite Mikyung avec sa propre question, lui demandant si ce type a terminé le didacticiel difficile. Kyung-gun la coupe à nouveau, soulignant qu'il la protégera donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ce connard prétentieux s'agite aux yeux de Xiongose. Il accorde à Kyung-gun un certain crédit pour sa théorie, mais comprend également qu'il n'existe absolument aucune preuve garantissant aux personnes éveillées une immunité complète contre les spores. Xiango pense que toute cette conversation est morte à cause d'un seul mec. Et comprend enfin pourquoi Yoongjin l'a appelé. Oubliez ce troll dans ses pitreries. Notre garçon se lève pour partir, même si ses deux amis le pressent de rester. Xiango n'a aucun intérêt à partager ses connaissances avec un troll comme ce type, alors il leur fait ses adieux avec l'intention de se revoir plus tard. Après avoir quitté le club de fitness, il récolte de nombreux endroits pour cultiver des points avant l'arrivée de la maladie du fer. Xiongho s'intéresse au magasin de matériel de camping dont ses amis lui ont parlé. Finalement, après tous ses plans, il se tenait devant sa maison, seulement pour apercevoir l'élégante Suyin. En fait, elle avait quelque chose à lui donner et était assez patiente pour attendre. Suyon sort une trousse de premiers secours, mais il s'agit en réalité d'un paquet d'analgésiques et d'autres antibiotiques qui ne peuvent jamais être achetés sans ordonnance. C'est un cadeau spécial, Xianho est vraiment abasourdi par son geste. Le médecin finit également par révéler son adresse. Mais elle a déjà fait le travail de l'écrire dans la pochette. Encore une fois, nos garçons ne comprenaient pas pourquoi elle faisait tout cela. Mais ce mignon docteur pense qu'il est tout à fait naturel qu'elle partage sa position en échange de le connaître. Au fait, je suis l'équipe Suyan parce que Mikyung ressemble à un chat hors marque, comme je l'ai dit plus tôt.
Lui faisant ses adieux, Suyong prépare son rendez-vous avec le réalisateur. Alors qu'elle s'éloigne, elle se souvient soudain d'une dernière chose. Suyong sourit et lui rappelle de payer les médicaments. Après tout, elle lui a donné l'adresse pour une raison. Après avoir entendu cela, Seong-go est complètement perdu, il n'arrive tout simplement pas à comprendre les intentions de Suyan, ni à lire du tout son comportement. Avec leur séparation, le temps a passé vite. Pendant ces heures, notre garçon se promenait dans toute la ville, collectant différentes choses dans différents magasins. Il a ensuite créé une véritable installation de stockage et, après avoir ajouté des panneaux sandwich, il était prêt à charger certaines de ses affaires à l'intérieur. Vous vous souvenez de cette mini-pelle qu'il a réservée? Seong-ho a commencé à l'utiliser au maximum pour ses travaux de construction. Finalement, l'état du monde est devenu encore plus dramatique, le chaos venant du public. Une politique confuse, des disputes sur la vérité et des sceptiques qui vont et viennent. Tous ces facteurs ont conduit à une réunion d'urgence avec l'ONU, au sujet des projets du président américain de se rendre en Corée. Et enfin, la HSA a senti quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu imaginer auparavant. En plus de tout ce qui allait se passer, l'astéroïde qui a déclenché l'ère des zombies se frayait un chemin vers la Terre. 4 jours plus tard, Seong-go se retrouve au port de Ganchon, contemplant le magnifique paysage océanique. C'est ici que se déroulera la trame de fond final ou événement précurseur appelé événement Russian Ship. Après s'être assuré qu'il n'y avait absolument personne, Seong-ho entra dans un bâtiment abandonné pour effectuer des préparatifs de dernière minute. Ici, il ouvre la porte, expliquant la raison pour laquelle il est venu ici malgré la forte probabilité de devenir un zombie. Il veut obtenir un tas d'armes différentes du navire. Le problème avec les spores de zombies, c'est que leurs agents pathogènes se présentent sous forme de faisceaux de particules. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez facilement éviter. Devenir un zombie ici ou 5 jours plus tard ne faisait aucune différence, surtout pas pour quelqu'un qui ne vivait pas avec sa famille. Le jeune pute comprit qu'il pouvait toujours vivre dans l'autre monde avec Dingo. Mais alors sa vie n'aurait aucun sens pour son existence en tant qu'humain. Rassemblant ses préparatifs, il se met au travail, précisant qu'il n'est pas là pour une mission suicide. Il fait simplement un choix que beaucoup d'autres n'auraient jamais le courage de faire. Un choix de choisir la grande route pour un gain plus élevé. C'est ça la vie de toute façon. Voir sur vérifie les notes de mise à jour sur cette partie de l'histoire. Il suppose que l'arme à 10 points est un Ebony Club, mais cela l'amène à se demander à quel point l'état des zombies sera faible à cette partie du jeu. Il y aura également des influences ponctuelles après l'arrivée des astéroïdes. Les détails sont écrits avec tellement de confiance qu'il est certain que le créateur du jeu savait que tout cela allait se produire. Seong-ho était au téléphone lorsque la situation s'est aggravée. Il reçoit un SMS d'urgence concernant un lien d'alerte au tsunami avec le 3e phénomène précurseur. Dans la scène suivante, l'eau touche le rivage, augmentant à chaque impulsion. Dans l'océan, il y a un navire qui est littéralement secoué par les vagues. Seong-ho se rend compte que l'eau a inondé la ville et il lui reste désormais le choix entre vaincre des monstres ou des zombies. Surveillant le navire de près, il raconte à quel point les catastrophes naturelles ont rendu les humains désespérés. Pourtant, il devait opérer dans ce niveau de chaos et effectuer son prochain mouvement en utilisant son bateau. Seong-ho court à toute vitesse tout en soutenant son engin, avant de sauter directement dans un immeuble, sachant qu'il manque de temps. Il lui fallait régler tout cela avant l'arrivée des agents du gouvernement. Quelque temps plus tard, il s'ancre au navire. Jusqu'à présent, tout va bien. Le problème avec les Awakeners, c'est qu'ils ne deviennent pas des zombies, ce qui signifie que Ki-Young-gun avait étonnamment raison dans sa théorie. En fait, notre garçon ne ressent même pas de sensations gênantes. C'est déjà une bonne nouvelle, alors il gravit les échelons pour la deuxième phase du plan. Ici, des zombies rôdent sur le bateau. Il les appelle et attire leur attention. Bro est venu ici en short avec un bouclier et une masse ressemblant à un Power Ranger. Les zombies du jeu ont toujours eu des propriétés spéciales. Grâce au jeu, ils ne pouvaient pas propager le virus, mais ils traitaient tout ce qui les entourait comme des proies. Ils avaient également tendance à devenir plus forts à mesure que davantage de nutriments étaient absorbés. Seong-ho charge directement sur les zombies et écrase l'un d'eux avec son bouclier, après avoir attaqué le premier. Il prend sa masse et supplie le zombie de serrer sa mâchoire. Et puis cet homme lui fait une très bonne chirurgie plastique en lui brisant le visage. Avec la facilité avec laquelle ces deux-là sont tombés, Seong-ho se demande si les zombies ont été trop nerfés. Il gagne 2 points et se souvient qu'il fallait auparavant au moins 2 coups ou plus pour tuer un zombie, mais pas seulement un. Se souvenant de ce qui s'est passé avec les orques, il refuse de baisser sa garde. Faire ce genre d'erreur 2 fois allait lui coûter la vie. Ensuite, voyez Young-go vérifier le couloir et trouver un groupe de zombies piégés à l'intérieur. Certains se promènent. Alors il avance rapidement et commence à les intimider à gauche et à droite. Le but de Seong-ho est de trouver un pistolet. Il jette donc son dévolu sur la timonerie. Mais ensuite, il entend un coup de feu, ce qui le choque complètement. Il est impossible que quelqu'un ait réussi à survivre aux zombies du navire. Se précipitant vers la source du bruit, Seong-ho admet que les non-éveillés ont eu de la chance au hasard après être entrés en contact avec les éveilleurs et avoir survécu au sport grâce à eux. Sa priorité est de sauver cette personne afin qu'elle puisse obtenir plus d'informations. Mais au moment où il arrive, le pauvre est déjà mort.
Cette personne a une photo de son proche entre les mains juste avant sa mort. Naruto Uzumaki ne pouvait pas devenir le 7e Hokage de cet univers. Mais c'est une grande aide pour Seingo qu'il puisse prendre l'arme de ce type pour lui-même. Puis il l'allonge à plat pour qu'il se repose correctement et quitte la pièce. S'habituer à la tragédie est une chose à laquelle Xianho devait s'habituer, car cela deviendra monnaie courante après la tragédie. Il est naturel qu'il doive tuer des personnes de son espèce juste pour maximiser ses propres chances de survie. Pendant qu'il dénoue l'ancre, Xianho s'étonne quand il voit quelqu'un faire du jet ski à côté. Cela signifie que tout comme lui, un autre joueur est là pour récolter des points. Les chemins se croisent mais notre garçon sort du navire avec ce dont il a besoin. Ne se soucie pas du tout de la personne qui y va. Le lendemain, c'est tôt le matin quand les informations commencent à parler de la disparition du développeur du jeu. Personne ne peut trouver ce type pour obtenir des réponses. Depuis que le président a reçu la preuve de l'existence de Zombies, il n'a cessé de prendre des mesures décisives. Pour résumer, Xianho pense que le dirigeant de leur pays pense de la même manière que lui. Se souvenant d'une dernière chose, notre garçon appelle Li Wubium, l'administrateur du quartier général des contre-mesures. Immédiatement, notre garçon lâche la bombe de l'heure exacte du début de la fin du monde. Pour confirmer son identité, Seingo évoque les blessures par balle qu'il a infligées au Hobgoblin. Nous serons presque surpris qu'il s'agisse en réalité du même joueur. Notre garçon lui fait écrire des détails importants à la vitesse de la lumière, mentionnant des éléments comme la date exacte, l'heure exacte et même la situation d'un colis arrivant dans l'après-midi. Seingo espère que le département des contre-mesures. Le département se débrouille bien avec ces nouvelles informations et il leur souhaite bonne chance pour la guerre à venir. Le président a réussi un geste décisif. Les membres de la communauté du forum ont commencé à se rendre compte que la situation empirait de plus en plus. Internet et l'électricité n'allaient pas durer longtemps. Bien que Xiango ne puisse prendre ses opinions qu'avec des pincettes, il n'est pas sûr que tout cela va réellement se produire. Et ensuite, une annonce est faite, informant les citoyens de préparer une bonne quantité de nourriture et d'eau pendant 4 jours, et retourner dans leur famille. L'armée patrouille activement et demande à la population de cesser immédiatement toutes ses activités. Une déclaration appropriée sera publiée d'ici le 20 juillet. Saiyango observe tout cela et pense que c'est la réponse parfaite. Il se sent mal de ne pas avoir informé le peuple plus tôt de l'état du monde à venir. S'il avait su à quel point le gouvernement aurait géré tout cela, il aurait tout mis en œuvre dès le début et exploité son trait de caractère. Cela ressemble à un énorme raté. Mais Xiango espère en admettant qu'il n'aurait toujours pas pu arrêter le désastre. Cela ne sert à rien pour lui de s'attarder sur ce qui aurait pu se passer. Seulement qu'il doit se souvenir de sa propre promesse. Tout d'abord, il n'est pas un héros de la justice et il ne veut pas non plus l'être. C'est juste un gars ordinaire. Par la suite, nous avons appris que les confinements et les quarantaines ont ébranlé l'état du monde et rendu impossible la navigation. C'est pourquoi Xiango passait ses journées dans l'autre dimension. 3 jours avant le début de l'apocalypse, il finit de creuser, mais à un rythme lent. Il a également répertorié toutes les vidéos qu'il a enregistrées sur la cuisine et l'agriculture, car Internet n'existera pas assez tôt. 2 jours avant l'apocalypse, il a exploré la région avec Dingo. Je me suis senti chanceux de trouver quelques pommes d'or. Cela l'a amené à se demander si tout cet endroit était enchanté et s'il avait la chance d'être une terre fertile. Un dernier problème est survenu un jour avant l'apocalypse. Apparemment, Xiango a trouvé 2 paquets de gelée de patates douces manquant dans son entrepôt. Il y a aussi du raisin séché ici. L'hypothèse évidente est que Dingo a mangé les gelées. Mais l'honnête chien secoue la tête et nie toute implication. Xiango prend un ton taquin et énergique pour lui faire sortir la vérité, mais ce pauvre petit bébé gémit, pleurant pour prouver son innocence. Écraser un j'aime sur cette vidéo, justice for Dingo. Seingo comprend désormais qu'il ne s'agissait pas de sa petite boule de poil, mais de quelqu'un d'autre. Il décide de regarder les images de vidéosurveillance juste pour voir ce qui s'est réellement passé. Voir Yungo vérifie son ordinateur portable. Étonné de découvrir une bande de coléoptères envahissant sa place par la porte du toutou. Ils prirent la gelée et laissèrent le raisin en guise de paiement. Je ne sais pas pour vous les gars, mais c'est la merde la plus mignonne que j'ai vue de la journée. Le scarabée s'est même retourné pour remercier la caméra, ce qui signifie que ces petits gars sont extrêmement intelligents. La curiosité de Xiango prend le dessus sur lui, et maintenant il veut vraiment interagir avec quelques-uns de ces gars. Juste pour être en sécurité, il verrouille la porte du chien, au grand regret de Dingo. Notre garçon ne peut pas passer plus de temps ici dans ce monde à cause de quelques invités qui vont bientôt le rencontrer. Alors il ouvre le portail dimensionnel et repart. Dans la scène suivante, Xiango est assis avec tous les membres éminents du parti et ses amis, surpris qu'ils aient tous réussi à s'en sortir en toute sécurité, même avec le confinement. Il aperçoit à nouveau un visage inconnu et apprend que le nouveau venu est le dernier ajout à l'équipe. Ce charmant prince charmant s'appelle Yuyon, et il est déjà réveillé. Malheureusement, il ne connaît pas grand-chose au jeu, mais il est étudiant en génie électrique et a donc beaucoup d'expérience pratique. Songo adore l'édition de ce type, et se présente comme un non-éveilleur, tous deux sont très polis lorsqu'ils se rencontrent. Quoi qu'il en soit, Songo veut conclure rapidement les choses importantes. Il souhaite que chacun examine les informations dont il dispose une par une. À commencer par Jim Broenjun.
Walmart UG ici commence par partager une expérience sur son ex-femme. Il parlait lorsque la ligne a été coupée. Inquiet, il part à la recherche de sa fille. Et sur le chemin du retour, il a repéré un tas de barricades érigées sur l'autoroute. Selon son enquête, Junjun a appris qu'il tentait d'évacuer les citoyens à proximité du complexe pétrochimique. C'est ensuite au tour de l'élégant médecin qui partage une information importante. Tuyon a vu un abri en construction dans le parc local. Ce qui est choquant à voir, mais c'est en réalité vrai. C'est Mik-jun qui suit, elle était au marché lorsqu'elle a entendu parler de hauts fonctionnaires s'opposant à la décision du président. Apparemment, les responsables protestataires ont tous été arrêtés. Toutes ces découvertes sont bien plus précieuses que Xian ne le pensait initialement. La fin approchait et la position du président était assez claire. Il sait ce qui va se passer. La grande question est donc de savoir pourquoi a-t-il commencé à poser les questions un par un. C'est parce que dans un réseau, il est important d'avoir des raisons correspondantes, selon les informations de quelqu'un. Il pourrait très bien se présenter comme un vétéran et les persuader de cette façon. Mais cela le ferait personnellement courir de grands risques. Xiango commence à parler, exhortant tout le monde à bien écouter ce qu'il s'apprête à dire. Puis il déclare avec audace que l'objectif ultime du président est de créer une apocalypse contrôlante. Ces paroles stupéfient immédiatement toutes les personnes présentes dans la pièce. Xiango était sa logique en mentionnant les confinements inexpliqués et la façon dont toutes les installations nationales se sont arrêtées. Il n'y a qu'une seule raison pour laquelle le gouvernement apporterait des changements aussi drastiques en si peu de temps. Suyon met 2 et 2 ensemble et se rend compte que la fin est proche. Il comprend rapidement et en déduit que le gouvernement est déjà sur du jour exact où l'apocalypse se déclenchera. Xiango le confirme et qualifie le 20 juillet de jour suspect. Paniqué, Yuyan se lève pour informer sa famille, mais notre garçon lui crie dessus. Il ne veut pas que ses perdants perdent la tête. Même si cela semble cruel, la survie individuelle signifiait infiniment plus d'une fois la famille. Tayango rappelle froidement à toutes les personnes présentes dans la pièce que n'importe laquelle d'entre elles pourrait se transformer en zombie à partir de demain. Ainsi la terreur de la mort les menace tous. Abordant le point principal, il sort un tas de fichiers, reconnaissant la véritable raison pour laquelle il les a appelés ici. C'est parce qu'il a une stratégie pour la phase tutorielle, ainsi que des informations détaillées sur l'aspect survie. Junjin remet en question sa source d'information, incitant Xiango à répondre qu'il a regardé les flux. Il s'excuse même auprès de Mikyung d'avoir menti pendant tout ce temps, mais elle va bien parce qu'elle lui a fait la même chose. Et grâce à ces fichiers, les informations peuvent être utilisées selon leurs besoins. Dans le même temps, Xiango les supplie de suivre strictement le manuel juste pour effacer le sort du tutoriel. Après leur rencontre, minuit a suivi. Cela allait être le dernier jour où le monde connaîtrait la paix avant d'être envoyé en enfer. Taeyon s'était préparé pendant 32 jours consécutifs, progressant dans tous les domaines pour améliorer ses chances. Pourtant, il pensait qu'il y avait des imperfections et que son statut anonyme pourrait facilement entraîner sa propre chute plus tard. Même alors, ce vaillant jeune homme ne regrette pas d'avoir agi avec confiance. Tayango regarde son pays lancer des missiles vers l'astéroïde qui s'approche. Entrer en contact avec le corps étranger. Il se demande si la fin du monde est véritablement le destin ultime et inévitable de l'humanité. L'apocalypse a officiellement commencé. Le matin est arrivé et parallèlement, les confinements ont disparu. Tous les travaux préparatoires de Yungo sont terminés. Il a installé du verre pare-balles et des portes durables à haute résistance. Ensuite, il suivit la routine habituelle consistant à injecter une petite quantité de poison, perfectionnant ainsi sa capacité de résistance. Ensuite, cet homme a fait une séance d'entraînement, et je ne dis pas de conneries. Il fait 300 pompes sur un bras alors qu'il est empoisonné. Le SIDEM ne peut pas rivaliser avec l'éthique de travail de cet homme. Xiango passa en tenue de combat, l'air volant en guise de bonjour. Il partageait le petit déjeuner avec son chien. Il a attendu l'annonce à 9 h, s'endormant même. Soudain, l'heure est venue et la télévision s'est allumée. Le président s'est assis pour annoncer à ses citoyens une déclaration massive déclarant, entre autres, la loi martiale fermant les routes. Songo a été tellement ému et impressionné par les décisions du président qu'il pense qu'aucun autre homme n'aurait pu donner une meilleure fin à leur pays. Voyant son triste état, il saisit la télécommande, incapable d'accepter la fin ultime. Pourtant, ce sort ne peut pas être évité. C'est quelque chose que l'humanité doit endurer et survivre. Seulement cette fois, Songo ne sera pas nouveau dans l'apocalypse, mais nous y entrerons comme un vétéran qui sait tout. Il reste 4 heures avant que les spores entrent en contact. 2 d'entre eux ont été passés dans l'autre monde où il a vérifié ses articles cultivés en entrepôt. Ici, notre garçon a installé du matériel pour les jours qui suivront la maladie du fer. Eh bien, pendant qu'il passait du temps dans l'autre monde, l'humanité est tombée. Le chaos s'est déchaîné alors que les gens se faisaient du mal. Des combats ont éclaté entre civils. Plus personne ne se souciait de rien. Ce gros traînait même les fesses dehors, il était prêt à mourir. Et une voiture l'a percuté pour l'envoyer en enfer. Certaines personnes aimaient en tuer d'autres sans remords. Après tout, le monde touchait à sa fin. En passant, je suis vraiment curieux de savoir comment vous auriez géré une apocalypse mettant fin au monde comme celle-ci. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Le pink blond était au volant et s'en fichait complètement que ce mec soit mort. Son ami pense que c'est bien de se débarrasser de la voiture parce que la maladie du fer va bientôt anéantir tous les véhicules. L'autre pointe sa batte vers le toit, interpellant le perdant qui les espionne en silence.
Il a des sentiments personnels envers notre garçon et il veut cultiver Xiango pour des points. Xiango ne comprend pas pourquoi ce type agit avec toute sa puissance. Mais il repère des flyers surgir du ciel. Même au bord de l'apocalypse, le gouvernement s'inquiète pour sa population. C'est incroyable de les voir se soucier des autres, contrairement à Xiango lui-même, qui est impitoyablement égoïste quant à sa survie personnelle. Il sait que si davantage de personnes agissaient dans l'intérêt des autres, l'apocalypse serait facile à gérer. En lavant le papier, il réfléchit à quel point il s'agit d'une norme irréaliste. Il ne lui reste plus qu'à se remettre à ses préparatifs. Dans la scène suivante, il ne reste que 3 minutes à peine avant que les spores entrent en contact avec le monde. Xiango a récupéré un tas de réservoirs d'air et se demande s'ils seront suffisants avant que la maladie ne prenne le dessus. Il a déjà mémorisé chaque itinéraire pour réapprovisionner ses marchandises depuis la ville. En regardant sa montre, Xiango se demande ce qui se passerait s'il oubliait de l'enlever. À ce stade, même lui sait qu'il s'inquiète trop. Alors il garde les choses simples et met le casque. Il est 13 h donc les spores sont désormais entrés en contact. Xiango se décide, démarre son vélo et espère que tout se passe selon ses plans. La scène passe à la montée de l'infection. Les spores ont commencé à affecter les citoyens ordinaires. La vie est aspirée aux gens. Et finalement, il ne reste plus que des cadavres mangeurs de chair. Ces monstres grondants et violacés sont attirés par un certain bruit. Xiango court à toute vitesse contre certains zombies. À sa grande surprise, il n'y en a pas beaucoup dans ce domaine. C'est une bonne chose, car la plupart des personnes transformées en zombies ont fini par rester chez elles, mourant aux côtés de leur famille. La seule partie qui l'intrigue est de trouver quelqu'un qui n'en est pas devenu un. Pourtant, les choses ne s'annoncent pas mal. Il voit un chemin clair devant lui, prenant un raccourci, sachant qu'il vaut mieux éviter les zombies pendant qu'il est occupé à cultiver. Heureusement, le magasin a toujours les volets fermés. Cela permet de briser facilement le verre à l'aide de sa masse. Ce qu'il fait avant d'entrer, Xiango commande le portail, sachant qu'il doit agir rapidement. Il attrape tout ce dont il a besoin, sachant qu'il faudra un certain temps au sport pour contrôler pleinement les zombies. Son meilleur pari est de faire une descente dans la quincaillerie avant le début de cet assaut coordonné de zombies, ce qui l'aiderait à éviter tout combat. D'ailleurs, notre garçon est actuellement en train de jeter tout ce qui lui tombe sous la main. Bro inonde son chien d'un essaim de médicaments. La pharmacie étant entièrement évaluée, Xiango vérifie ses progrès. Se rend compte qu'il se déplace en fait beaucoup plus vite que prévu. Du moins c'est ce que pensait ce mec. Car dès son arrivée à la quincaillerie, il découvre une double couche de sécurité. Encore une fois, il savait que cela arriverait. C'est pourquoi il a amené les chars avec lui. Xiango allume la chaleur concentrée du coupeur d'oxygène. Un petit problème, cette chose est beaucoup trop bruyante, attirant les zombies environnants. Je jette juste un coup d'œil autour de moi. Xiango se souvient que même si leurs sens de suivi ont été affaiblis dans le jeu, il ne leur a fallu que quelques instants pour localiser la source du bruit. Une horde entière l'avait acculé, sonnant le glas de sa perte.